Ça me fait très très plaisir de voir une salle aussi pleine. Je crois que les mois et maintenant les années de Covid, on a du mal à s'en remettre. Donc à chaque fois qu'on voit du monde, on est content. Même si on devrait commencer à se réhabituer, mais non, merci vraiment d'être venu. Merci. Donc voilà, on accueille ce soir Augustin Jaunier, que je remercie très sincèrement d'être venu, parce que voilà, ça nous fait grand plaisir. Je vais vous le présenter très brièvement, et ensuite je lui céderai la parole. Donc Augustin Jaunier est historien et arabisant. Il est spécialiste d'histoire culturelle et sociale du Maghreb de la période contemporaine. Il enseigne au département d'études arabes de l'INALCO et est chercheur au CERMAM. J'hésitais, CERMAM ou c'est au bac, je ne savais pas. CERMAM, je suis associé. D'accord, au CERMAM. Qui est le centre d'études de recherche sur le Moyen-Orient. Je pense Moyen-Orient Méditerranée. J'ai un petit doute. Il est ici pour nous présenter son premier livre issu de sa thèse de doctorat, que vous voyez ici, donc Islam, réformisme et colonisation, une histoire de l'ibadisme en Algérie, 1882-1962, qui est paru aux éditions de la Sorbonne. Donc il s'agit d'une enquête fouillée sur la question du réformisme musulman parmi les populations ibadites du Mzab dans l'Algérie coloniale. À présent, il travaille principalement sur l'histoire sociale et culturelle du livre et de la lecture au Maghreb, du XVIIIe au XXe siècle, peut-être même XXIe, non? Tu t'arrêtes au XXe? Je m'arrête au XXe. Ok. Et notamment sur la lente transition du livre manuscrit à l'imprimé. Donc il est au sein de son laboratoire, il s'est investi dans le projet mené autour des archives de René Basset, fonds d'archives dont il est responsable scientifique. Par ailleurs, et j'ai bientôt fini, excusez-moi, il s'investit également dans des tâches collectives d'ampleur, notamment par son implication dans le comité scientifique du GISMOM, donc du groupement d'intérêt scientifique Moyen-Orient et monde musulman, son investissement dans la structuration des études sur l'islamologie en France, on en verra plus, et son travail concernant le développement des ressources numériques sur la connaissance du fait religieux musulman, et également avec Mehdi Sakatni, qui est venu avec lui à Tunis, pour le repérage des données bibliographiques sur le Maghreb en France. Par ailleurs, il a publié de nombreux articles et plusieurs co-directions d'ouvrages ou de revues, et notamment un dossier des Annales que je vous conseille, paru en 2018, intitulé « Écrire l'histoire de l'islam moderne et contemporain ». C'est le volume 73. Et puis voilà, il y en a un autre ici. Et je te remercie d'être là et je te cède la parole. Merci beaucoup Katia, merci à toute l'équipe de l'IRMC. Je me lève comme ça, je ne serai pas dans la lumière du projecteur. Merci à toute l'équipe de l'IRMC pour cette invitation, pour avoir organisé mon séjour ici à Tunis. Merci à Khmar qui a accepté de discuter ce livre. J'ai aussi découvert de toi cette occasion que c'est elle qui l'avait évalué pour l'éditeur, et donc je suis infiniment reconnaissant des remarques qu'elle m'avait fait à l'époque. Et merci à toutes et à tous d'être ici. C'est un très très grand plaisir de revenir au Maghreb après 3 ans de crise diverses et variées. Et c'est aussi un très très grand plaisir de présenter du coup, cette étude dans une ville qui joue un rôle important, puisque Tunis est une ville qui joue un rôle très important dans l'histoire des Ibadites, aussi bien à la période moderne qu'à la période contemporaine. J'espère pouvoir bientôt le présenter en Algérie aussi, mais ça c'est moins certain. Est-ce que je peux enlever mon masque ou pas? Oui. Ouais, super. Okay. Merci. Il ne faut pas que tu t'évanouisses. Non, j'ai malheureusement l'habitude de donner cours avec, mais c'est quand même plus agréable sans. Alors, je vais vous faire une présentation relativement courte, de 15-20 minutes, pour ne pas vous assommer. Et ensuite, Khmar me répondra, et puis après, on peut engager une discussion, et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voudrez. Donc, Katia l'a dit dans sa généreuse introduction,
Ce livre est tiré de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en juillet 2015 à l'Université du Mans, sous la direction de Dominique Avon et Sabrina Mervin. Alors c'est une version très remaniée, hein, parce que ma thèse était beaucoup trop grosse pour l'éditeur, et donc j'ai tout, en gros, je l'ai diminué de moitié, du coup ça m'a permis de la réécrire, de la préciser. Et j'ai conçu un projet, je commence par là, un cadre historiographique, autour, disons, de deux grandes questions. En fait, ce livre raconte un peu, s'insère dans deux grandes histoires, mais en les traitant à partir d'un espace très localisé. C'est-à-dire que je travaille sur, et je le développerai tout à l'heure, la question du réformisme musulman, donc le haraka al-islahiyya, comme le dit l'historiographie algérienne sur la question. Donc la question du réformisme musulman, et de l'autre, la grosse question en France, hein, de l'Algérie coloniale, de l'histoire coloniale de l'Algérie. Ces deux questions énormes, hein, qui charrient une grosse historiographie, je les aborde à partir d'un prisme très spécifique, qui est donc l'histoire des Ibadites berbérophones du Mzab, dans le sud de l'Algérie. Alors, la première de ces questions, donc, c'est celle... oui, si tu veux, tu peux mettre la carte. Merci beaucoup, Mehdi. Donc, c'est la question du réformisme musulman, qui est une des grosses... Voilà, c'est la grosse question centrale de l'histoire de l'islam contemporain, hein, avec ces grandes figures bien connues de Jamal ad-Din al-Afghani, Mohamed Abdou, Rachid Rida, pour l'Algérie, évidemment, Abdelhamid Ben Badis, pour la Tunisie, hein, c'est évidemment Ben Achour, c'est Albi, et aussi ces grandes figures historiographiques, hein, Albert Mourani, Ali Merad. Une historiographie, hein, qui n'est pas sans ambiguïté. Alors, très construite autour de ces grandes figures, avec beaucoup de généalogie, souvent reconstruite a posteriori par des acteurs qui essayent de se revendiquer de l'aura de grands ancêtres. Hein. Au XXe, tout le monde, tout à coup, est l'élève de Abdou. Bon, évidemment, c'est des généalogies à déconstruire. Une ambiguïté aussi du fait de la charge positive du mot réforme, du mot réformisme en français, qui fait qu'il y a tout un récit, hein, sur l'entrée de l'islam dans la modernité, ou bien l'islam des Lumières, l'islam libéral. Récit ambigu aussi, puisque ça, de façon sous-jacente, derrière cette idée d'entrée dans la modernité, il y aurait l'idée que l'islam était inadapté, voilà, tout un ensemble de lectures, hein, qui peuvent être soit essentialistes, soit qui manquent souvent de finesse sur le plan de l'analyse historiographique. Et donc cette grosse question et toute cette historiographie, j'ai essayé de la lire depuis le point de vue, le cas, donc de la minorité ibadite du Mzab. Donc le Mzab qui se situe dans le sud de l'Algérie, alors dans le nord du Sahara, mais c'est quand même déjà le sud de l'Algérie, on est à peu près à 600 km au sud d'Alger. Peut-être d'abord quelques mots sur l'ibadisme, hein, puisque, comme me l'a dit tout à l'heure une collègue, mon titre est très bien, mais si on ne connaît pas ce que c'est que l'ibadisme, on se demande quand même un peu de quoi je parle. Alors l'ibadisme, c'est une branche très méconnue de l'islam, hein, donc les ibadites ne sont ni sunnites ni chiites, enfin, dans les catégorisations, dans les grandes catégories d'analyse. Et l'ibadisme est apparu, hein, comme le chiisme ou le sunnisme, dans le contexte de la querelle de succession conséquente à la mort de Osman, le troisième calife. Alors je vous passe tous les détails, mais à cette époque, au 7e, 8e, 9e siècle, l'ibadisme a été prêché avec succès dans le sud de la péninsule arabique, alors au Yémen et à Oman, et aujourd'hui encore, hein, vous avez en fait la majorité de la population d'Oman est ibadite. C'est pas forcément mis très en avant, mais c'est un fait. Et puis vous avez là aussi conséquence d'une histoire médiévale très riche, hein, puisque entre le 8e et le 10e siècle, vous avez eu un imama, donc un royaume
ibadites autour donc, de la ville de Taret, à côté de Tiaret aujourd'hui, donc qui embrassait l'est de l'Algérie, la Tunisie et l'ouest de la Libye actuelle. Il y a eu un royaume donc, ibadite, Rostomé, et alors je vous passe tous les détails, hein, mais un grand reflux des ibadites pendant la période médiévale, à partir du Xe puis du XIIe siècle, avec donc progressivement une géographie qui s'est stabilisée vers le XVIe siècle, entre trois îlots de cet archipel ibadite, que sont donc le Djebel Nefoussa dans l'ouest de la Tripolitaine, l'île de Djerba, donc au sud de la Tunisie, et le Mzab. Le Mzab avec en plus la ville de Ouargla à côté. La particularité de ces trois communautés ibadites du Maghreb, c'est qu'elles sont aussi berbérophones, avec notamment au Mzab une assez stricte concordance entre la mzabophonie, si vous voulez, les locuteurs du Tomzat, et l'adhésion à l'ibadisme. Alors, sans entrer dans les détails doctrinaux, hein, le kalam ibadite est un peu différent du kalam sunnite. Ce qui est déterminant, enfin de mon point de vue, c'est mon interprétation pour les communautés du Mzab à la période moderne et à la période contemporaine, ce sont surtout des points de fiqh, des points de jurisprudence qui en fait circonscrivent les contours de la communauté et qui, avec en plus la langue, ont permis à cette communauté de perdurer. On pourra en parler plus tard. À l'origine, hein, j'y reviendrai peut-être, les communautés ibadites du Maghreb ont été en fait en lien permanent à la période médiévale, moderne, et se sont construites suivant des modèles politiques, théologiques, géopolitiques très comparables. Et à partir de la période ottomane, par contre, leurs chemins ont divergé assez nettement. Et la communauté qui se reconnaît le plus dans l'ibadisme, qui se construit autour de cette appartenance aujourd'hui, c'est vraiment celle des ibadites d'Algérie, celle du Mzab. Si tu peux passer à la slide suivante, Mehdi. Alors, le Mzab, concrètement, hein, donc c'est un plateau rocheux, désertique, du nord du Sahara, entaillé de grandes vallées sèches, et dont la principale est l'Oued Mzab, qui donne son nom à la communauté des Beni Mzab en arabe et du coup des Mozabites en français, dans lequel on trouve donc 5 Qsor, qui sont donc des villes fortifiées, et 2 autres qui sont plus périphériques, qui sont aussi plus récents, on pense, plutôt du XVIIe siècle, alors que le reste est d'origine médiévale, Borian et Guerrara. Donc cette confédération de 7 Qsor gravitait dans l'orbite de la province ottomane d'Alger sans jamais avoir été intégrée vraiment dans cet ensemble. Et les Français donc, se sont emparés du Mzab en 2 temps. D'abord par en fait un traité de soumission, alors que les gens du Mzab ont interprété comme un traité de protectorat qui est signé en 1853 par les notables du Mzab. Puis en 1882, la région qui compte environ 30 000 habitants à l'époque. La région est à ce moment-là annexée à la colonie française, annexée à ce qui va devenir au début du XXe siècle les territoires du Sud, donc qui sont restés sous administration militaire jusqu'en 1957. Donc on n'est pas dans les 3 départements, on n'est pas dans la fiction de la continuité de la métropole des 3 départements du Nord, on est dans les territoires du Sud. Alors, si tu peux avancer un tout petit peu, Mehdi. Donc voilà, ça c'est la vallée du Mzab elle-même avec les 5 Qsor principaux et leurs oasis. Si tu avances, on verra donc le Qsar de Benizgen vers 1920. Si tu avances, on voit une de ces palmeraies, donc dans cette grande vallée, c'est la vallée du Mzab, et la palmeraie de Gardaya la plus grande. Et si tu avances encore, voilà peut-être quelques mots sur ces grandes figures. Donc je vous ai parlé rapidement de ce grand récit du réformisme musulman, et en fait dans ce grand récit du réformisme musulman vient s'intercaler un grand récit du réformisme ibadite, dont la figure tutélaire, donc c'est un récit qui est très important encore au Mzab aujourd'hui,
et jusqu'à Oman, dont la grande figure principale est Mohamed At-Tayesh, qui est donc le Qutb al-A'imma, le grand pôle des savants ibadites de la période contemporaine, qui est mort en 1914. Donc ça, c'est la figure principale, qui est dans l'historiographie présentée comme celui qui a réveillé l'islam ibadite. Si tu avances, je vous montre ça rapidement. Donc là, on est en avril 1914, un mois après la mort d'At-Tayesh, et où, sur cette photo, on voit les principaux de ses élèves, des notables, réunis autour de sa tombe. En fait, sa tombe est là, devant. Et vous avez notamment la figure de Soleiman el-Barouni, que vous connaissez peut-être, qui est un résistant libyen, un notable ibadite du Jabal Nefoussa, résistant à la conquête italienne. Vous avez autour tous les notables Mzab, et puis l'officier français commandant de l'annexe. Si tu avances, c'est juste quelques images pour vous montrer donc un petit neveu du cheikh Mohamed At-Tayesh. Lui, c'est Ibrahim At-Tayesh, dit Abou Ishaq, qui fait partie d'une génération dont je vais vous parler, mais je me rends compte que je parle déjà beaucoup trop. Ibrahim At-Tayesh, qui est l'un de ces jeunes oulémas qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, en fait au tournant des années 20, arrive au Mzab et aussi depuis Alger, depuis Tunis, propose un renouveau, notamment des modes de transmission du savoir ibadite. Et c'est une des figures qui va construire ce Haraka al-Islahiyya, c'est-à-dire qu'eux se revendiquent d'At-Tayesh, le grand, le cheikh, mais Abou Ishaq, et si tu avances la slide suivante, Abou Yaqzan, qui lui est un des premiers journalistes de langue arabe algérien qui s'est formé au journalisme à Tunis, et ensuite, la slide suivante, pardon, avec le cheikh Brahim Bayoud et aussi Abdelrahman Bakirli. Voilà, donc toutes ces figures, vous voyez, qui sont nées dans les années 1880-1890, lancent un mouvement de réforme dans les années 1920 et jusqu'aux années 1950, qui est le cœur de mon livre, et qui est aussi le cœur du récit ibadite sur le réformisme. Alors, je vous parlerai de l'historiographie peut-être plus tard. Voilà, Brahim Bayoud, qui est vraiment le grand notable, si vous voulez, de ces oulémas le plus politique. Et puis ici, je voulais vous montrer, mais on pourra en parler plus tard, cette presse ibadite réformiste des années 20-30, produite par Abou Yaqzan, que Hind Gerat ici présente connaît bien, puisqu'elle m'avait aidé quand j'étais en thèse, et qu'elle était aussi en thèse. Hind m'a aidé à faire un travail de survol, d'inventaire de cette presse, pour qu'ensuite, mon niveau d'arabe était très faible, trop faible pour tout embrasser, et Hind m'a aidé à repérer les articles intéressants à étudier pour mon sujet. Donc, Jaridat Wadi Mizab à gauche, qui est un journal des années 20, et Jaridat al-Umma, qui est un journal des années 30, qui sont publiés, alors, le Wadi Mizab d'abord à Tunis, puis à Alger, et al-Umma à Alger, et diffusé ensuite dans l'Algérie et au-delà. Si tu veux avancer, alors, donc, non, pardon, retourne juste en arrière. Donc ça, c'était pour sa première grande question, celle du réformisme musulman. Pour la deuxième, et je vais devoir aller plus vite, c'est la question de l'histoire coloniale de l'Algérie, que j'essaie d'appréhender, autant que faire se peut, d'une façon neuve. Là aussi, on est dans un champ énorme. Je vous parlais de Hourani, de Ali Morad tout à l'heure. Là aussi, on a un champ de recherche énorme, avec des lignes de force très, très importantes, autour évidemment de la guerre d'Algérie, autour des outils de domination coloniale, et avec des aînés écrasants, comme Charles-Robert Ageron, Raphaël Branche, etc. On a donc un champ de recherche qui pendant très longtemps a été polarisé sur la guerre d'indépendance, sur des questions politiques autour de la domination coloniale, et depuis, je dirais, à peu près 2-3 décennies, un renouvellement en cours, donc, pour dire les choses grossièrement, un renouvellement en termes d'histoire sociale, notamment d'histoire sociale du politique, un autre axe de renouvellement qui est l'histoire de l'État colonial, je pense notamment aux travaux de Sylvie Thénault, et puis un dernier axe qui est un retour dans le temps long de la colonisation sur le 19e siècle. Donc je m'inscris dans ces renouvellements,
Et en même temps, j'ai essayé de faire une proposition méthodologique un peu neuve et en même temps qui remonte en fait à des propositions de Jacques Berck, qui est d'essayer de lire cette situation coloniale, non pas seulement à partir des sources coloniales, mais aussi à partir des sources, alors que j'ai appelé des sources islamiques, donc des sources produites par les acteurs du champ religieux, les ulama, les tolba, les lettrés musulmans, pour essayer voilà, de proposer quelque chose de neuf. En effet, les travaux sur l'Algérie coloniale se fondent quasiment exclusivement sur des sources produites par l'administration coloniale, par l'armée, par les savants européens. Et du coup, il s'intéresse à des dispositifs institutionnels, sociaux, politiques, culturels, souvent d'origine coloniale, ou en tout cas à ce que l'archive coloniale désigne à l'attention du chercheur. Alors, depuis une dizaine d'années, même plus, c'est quelque chose qui a été assez critiqué par Jocelyne Dakhlia, par Isabelle Grango, par Mohamed Weldi. Et donc j'essaie de sortir de ce face-à-face historiographique franco-algérien pour proposer autre chose. Alors, voilà, j'avais mis sur cette slide un exemple de ces sources que j'ai pu utiliser, alors des textes juifs, des fatwas, des polémiques entre ulama. Donc par exemple, pour les polémiques, j'avais ce manuscrit assez amusant de 1936-37. Ce sont des réponses de Muhafidhoun, donc de conservateurs contre les réformistes. Donc c'est le Hojaj al-Damira, le Bida'a, le Zahira. Donc vous voyez, c'est très d'emblée dès le titre, les preuves éclatantes des innovations blâmables de la faction déviante. En fait, c'est l'histoire aussi des divisions de ces ibadites dans cette époque. Des manaqib, donc des hagiographies, la presse que je vous ai montré tout à l'heure, et puis toute la mémoire du mouvement réformiste sur laquelle je pourrais revenir plus tard. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ces ressources de la tradition islamique, pour dire les choses un peu vite, ont été utilisées par ces Algériens du Mzab pour appréhender, pour comprendre, pour gérer, pour négocier ce qu'apportait la situation coloniale. Et de cette façon, essayer de trouver cette fameuse agency, cette agentivité des sujets colonisés. Alors, Jacques Berck, dans les années 90, appelait à essayer de trouver ce qui n'avait été ni créé par les Français, ni modelé par les Français. Alors, j'ai pas vraiment réussi à trouver ça, puisqu'au fond, tout est influencé par la situation coloniale, mais je pense que j'ai quand même pu, grâce à ces sources, éclairer des angles morts de l'analyse historienne, des choses qui échappent souvent à la colonisation. Et je l'ai fait donc en proposant une histoire aussi de cette Algérie coloniale par le sud, donc dans une zone où il y a très peu de Français, et dans une zone qui permet donc de voir d'autres choses. Alors, pour aller vite, par exemple, mon travail permet de montrer des espaces de circulation, une géographie très différente de ce qui se dessine en général avec l'histoire coloniale. On parle du développement, évidemment, de l'immigration algérienne en France. Et alors moi, ce que mon travail montre, c'est aussi les formidables échanges, alors que d'autres ont montré, mais j'approfondis ça, les formidables échanges avec la Tunisie, avec la Libye, avec l'Égypte, et même au-delà avec Oman et Zanzibar, puisqu'il y avait aussi des ibadites omanais à Zanzibar. Donc une autre géographie, d'autres espaces de circulation. Ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'est la façon dont les institutions locales perdurent, sont transformées, renouvelées pendant la période coloniale. Là où souvent l'historiographie coloniale, enfin de l'Algérie coloniale, montre l'imposition d'un appareil politique colonial, j'ai essayé de voir comment aussi les institutions locales de Psour, donc la Halqa de Azaba, qui est un cercle d'ulama qui depuis la période médiévale guidait les ibadites dans chacun des Psour, c'est une de ces institutions qui ont été créées entre Djerba et le Jebel Nefoussa au XIIe siècle, qui ont été diffusées dans tout le Maghreb ibadite. Et cette institution, elle est essentielle au Mzab à la période moderne, comme l'a montré notamment le travail d'un collègue algérien, Belhaj Nasser, et elle continue de l'être à la période coloniale, et même elle se renouvelle. Alors,
de façon officieuse, hein, puisque pour les Français, ces institutions officiellement n'existent pas, mais en réalité, elles ont un rôle essentiel, et même après la période coloniale dans l'Algérie indépendante. Donc je travaille sur cette transformation, cette réinvention de la Halqa de Azaba, et aussi sur les Jema'a, puisque au Mozart, vous avez, comme en Kabylie, hein, c'est des Fajma'at, donc des Jema'a, puisque donc, dans chacun des Ksour, on a donc un conseil des religieux et un conseil des... alors aujourd'hui, on parle de la Ayen, à l'époque, on parlait d'Ommen, donc disons, ce sont des chefs de famille, et qui, ensemble, hein, géraient à la fois une sorte d'accord entre le fiqh et le urf, géraient, donc entre la jurisprudence islamique et les coutumes locales, géraient ces sociétés. Donc essayer hein, de réinscrire cette histoire coloniale dans un temps long et dans des institutions locales. Alors j'avais prévu 2 exemples, mais je pourrais vous en parler plus tard si ça vous intéresse. Alors un de ces exemples, justement, mais je vous en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la première page de cette polémique, donc le Hojaj d'Amira, donc l'épreuve éclatante des innovations blâmables. On est là dans les années 30, à un moment où en fait les oulémas réformistes choisissent d'accepter hein, tout un ensemble d'innovations qui viennent de la présence française, notamment des innovations pédagogiques, l'utilisation, c'est des choses toutes simples, hein, mais de tables, de chaises, de tableaux, de craies, pour enseigner, l'enseignement d'un certain nombre de matières, donc ce qu'on appelle à l'époque hein, les sciences modernes, ou bien l'enseignement du français, et ça provoque des tensions terribles entre oulémas de la région. Un autre exemple, qui est aussi traité dans ce manuscrit, c'est la question des innovations techniques. Est-ce qu'il est licite d'utiliser le télégraphe et le téléphone pour annoncer l'apparition du croissant de lune et marquer du coup la date de la rupture du jeûne de Ramadan? C'est aussi des questions de vêtements, de taille de la barbe, etc. La place des femmes dans l'espace public. Et ce type de polémique, donc en fait on a des articles de presse côté réformiste contre des manuscrits côté conservateur, puisque les conservateurs refusent d'utiliser l'imprimerie. Alors au premier abord, hein, ça paraît un peu stérile, on a l'impression qu'on rabâche des arguments juridiques, c'est un peu austère à lire, et en fait ça nous dit énormément de choses hein, sur l'arrivée de ces pratiques nouvelles dans les sociétés du sud algérien. Ça nous dit beaucoup de choses sur la façon dont le fiqh, alors d'une part dans ses procédures est modifié par les réformistes, et enfin ça nous dit beaucoup de choses sur la façon dont ce fiqh, et du coup les oulémas derrière, remodèlent les contours de cette société ibadite, puisque les interdits permettent de déterminer qui est un bon ibadite ou pas, et qui du coup, c'est un peu plus technique, mais disons qu'il y a tout un appareil à la fois doctrinal et jurisprudentiel ibadite qui va avec ces questions qui fait que, suivant le comportement que l'on adopte ou pas, on fait partie de cette communauté ou pas. Et donc j'essaye de montrer comment les contours de cette communauté du Mzab sont redéfinis par les réformistes, qui en fait, alors j'y viendrai tout à l'heure, hein, mais en gros, en 3 décennies, prennent le pouvoir localement. Et donc leurs avis deviennent dominants. Donc voilà pour la façon, par exemple, dont j'utilise ces sources jurisprudentielles. La suivante, elle se rapporte aux sources, aux institutions locales. Donc là, on a ce qui s'appelle un itifaq. Donc c'est un accord, un consensus entre les halqa d'Azaba et les Jema'a. Donc c'est un texte hein, qui a une valeur juridique localement qui est du ressort du urf, de la coutume. Et là, on a un accord de 1928 sur, si tu veux, il y a la traduction de la slide suivante, sur la question du voyage, est-ce qu'il est licite ou pas de laisser voyager les femmes de la région, de les laisser sortir de la région. Et donc c'est un texte qui paraît un peu fou aujourd'hui. Hein. Donc là, en fait, les oulémas et les notables de la région se mettent d'accord pour interdire à tout homme, puisque c'est l'homme forcément qui fait sortir la femme, interdire à tout homme de faire sortir les femmes de la région. Et le texte se présente hein, comme une interdiction de toute éternité. Donc on se dit, bon, ça a toujours été comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, si on regarde derrière
là où, dans les sources coloniales, j'ai oublié de le dire, mais ce que je fais, c'est que je mixe. J'utilise aussi les sources coloniales. J'ai en gros 50-50 de sources administratives, missionnaires, ethnographiques, produites par des Européens, et de sources en arabe. Et en fait, quand on contextualise ça, on se rend compte qu'en fait, c'est une réponse à l'arrivée de la voiture. C'est une réponse à l'arrivée de la voiture, des services d'autobus, et évidemment de la route qui va avec, et le fait que dans les élites du Mzab, certains commerçants, j'ai oublié de le mentionner, hein, mais la région, depuis déjà la période ottomane, vit beaucoup dans une zone très aride, hein, et donc la région vit du commerce dans les villes du nord de l'Algérie et de la Tunisie. Et en fait, beaucoup de ces commerçants qui s'enrichissent pour le dire vite, dans le capitalisme colonial, eh ben, ils veulent profiter de cette richesse, faire venir leurs femmes à Alger, utiliser des voitures, et donc là, c'est la réponse de la communauté à ce bouleversement. Et qui participe aussi alors de quelque chose que j'ai enlevé de ma thèse pour raccourcir le livre, hein, mais qui est toute la réinvention de la place des femmes dans la société, qui est un durcissement très dur, hein, qui est à la période coloniale, et que j'ai traité en fait dans des articles à part. Alors concrètement, et je serai rapide pour ne pas vous bassiner trop, simplement, voilà, quelle est l'histoire que raconte mon livre? Mon livre, en fait, suit le parcours de 4 générations. Si tu veux, oui, on peut mettre ou même la slide suivante, parce que comme ça on les voit en bout de course, dans l'Algérie indépendante, mais mon livre suit la trajectoire de 4 générations d'oulémas musulmans ibadites, de l'annexion du Mzab par la France en 1882 à l'indépendance, et même en fait jusqu'aux années 70. Et j'essaye de montrer comment l'annexion de la région, qui s'accompagne de tout un dispositif qui prétend préserver les institutions locales, en réalité, j'essaie de montrer qu'elle les a bouleversées complètement, et qu'elle a notamment bouleversé le champ religieux, la place des oulémas, et que c'est notamment ce dispositif institutionnel et savant, puisque c'est accompagné par les orientalistes, qui est une des causes de l'apparition du réformisme quelques décennies plus tard. Donc ça, c'est la génération de Mohamed Atfayesh, le grand cheikh que je vous ai montré tout à l'heure. Le deuxième temps, donc mon livre, il y a 9 chapitres, je crois. En gros, le premier est sur la fin du 19e, et ensuite on saute à l'entre-deux-guerres, auquel je consacre, je crois, 3 chapitres. Tout ça est déjà un peu loin. Le livre apparaît en 2020, j'avais fini de l'écrire en 2018-2019. Au tournant des années 20, donc je vous le disais, tout un ensemble de jeunes lettrés, alors là ils sont plus jeunes, mais vous avez vu jeunes tout à l'heure, qui sont ancrés en fait, dans tout un ensemble de changements du 19e, ont un peu mis par terre l'édifice du savoir, l'édifice savant ibadite, hérité de la période médiévale et moderne, au nom du slogan de l'Islah. Donc j'essaie de retracer la façon dont ce slogan de l'Islah, qui est traduit en français par réforme, émerge dans les années 20-30, et comment il devient un mot d'ordre très fort dans la société, comment il permet de diviser la société locale en deux, et il permet aux réformistes de prendre progressivement le pouvoir. Un élément intéressant que j'ai essayé de montrer, c'est comment justement ce jeu sur la traduction entre Islah et réforme est très important, puisque au moment du Front populaire, il va permettre aux oulémas réformistes du Mzab de se placer, alors ça, entre la fin des années 30 et même jusqu'à la fin des années 40, il va permettre de se placer comme les interlocuteurs politiques des Français qui cherchent à réformer, alors, avec plus ou moins de bonne volonté, le statut de l'Algérie coloniale. Et donc on a un jeu de ces oulémas, notamment de Cheikh Bayoud, que vous avez ici à gauche, sur ce Islah réforme, et qui permet progressivement de devenir les seuls interlocuteurs des Français, notamment au détriment des grandes familles de Qaïd de la région, dont la famille Ba'amara, Leïla, est-ce que Leïla est là? Oui, Leïla. Voilà. Leïla descend d'un grand Qaïd de la région qui s'est fait dépasser par le Cheikh Bayoud à la fin des années 40, les grandes élites, entre guillemets, traditionnelles, étant renversées à ce moment-là.
cette cette prise de pouvoir politique, elle va de pair avec toute une transformation sociale, culturelle de la région, des pratiques de l'ibadisme. Alors en fait, c'est intéressant, c'est que l'ibadisme qui s'était développé dans un terroir très local, rural, est en fait transformé en une religion. Alors comme l'islam malékite dans le reste du Maghreb, est transformé en une religion de citadins, donc déracinée, notamment le culte des saints est condamné, l'idée d'une rationalisation de la religion est mise en avant, etc. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, on pourra le faire plus tard. Donc une transformation culturelle, sociale, alors sociale aussi par la prise en charge de la jeunesse à travers le développement de tout un ensemble d'écoles, d'associations, selon le même modèle que Jamaat el-Ulama, l'association des oulémas musulmans algériens, dans ces mêmes années. Et transformation économique, puisque en fait, cette geste, si vous voulez, alors c'est un peu héroïsant, mais cette geste des réformistes du Nuzab, en fait, elle accompagne l'essor et l'intégration des commerçants mozabites dans le capitalisme colonial. Et en fait, l'un et l'autre, il y a une espèce d'alliance objective entre les nouveaux riches, les commerçants, et les nouveaux savants, les oulémas réformistes. Et c'est ce qui permet aussi cette prise de pouvoir, cette influence. Et du coup, émerge donc je ne sais plus à quelle génération j'en suis, là je me suis un peu perdu, mais une troisième génération dans les années 30, qui sont ces jeunes qui sont pris en charge par les réformistes nés à la fin du 19e. Et enfin, dans les années 40, une quatrième et dernière génération, qui est celle qui va prendre le relais de ces réformistes à l'indépendance, puisque mon livre finit, j'ai été un peu rapide, mon livre finit donc par un dernier chapitre, un peu un épilogue, qui essaie de montrer comment, par-delà 62, les réformistes se sont d'une part réinventés. Alors pour penser, c'est un mouvement commencé déjà dans les années 30-40, mais penser la place de l'Algérie, la place des Ibadites, du Mzab et des Ibadites dans l'histoire nationaliste, dans l'histoire algérienne. Donc essayer de repenser à la fois les relations entre sunnites et ibadites, et aussi la place des Berbères dans l'histoire de cette Algérie qui se veut, vous savez, le grand récit nationaliste de l'Algérie arabe. Donc c'est un travail qui est commencé notamment par Abou Yaqdan et Abou Ishaq dans les années 30, et qui est poursuivi par la génération de leurs élèves après l'indépendance, notamment le cheikh Mohamed Ali Debbouz, voilà, dont je pourrais parler plus tard. Donc ça, c'est un effort historiographique. Et en même temps, ce que je montre, c'est aussi la façon dont, notamment le cheikh Bayoud, qui s'est retrouvé à partir de 47-48, représentant le Mzab à l'Assemblée algérienne, puisqu'à partir de 48, il y a une Assemblée algérienne. Alors les élections sont brouillées, tout ce que vous voulez, mais il y a quand même cette institution et dans laquelle Bayoud représente la région. Les réformistes prennent en fait tous les mandats locaux à partir du moment où le sud est départementalisé à la fin des années 50. Et je montre comment, par-delà 62, les réformistes, alors souvent, alors Bayoud par exemple a été mis en résidence surveillée, il a été accusé d'avoir été trop proche des Français, mais malgré cela, les réformistes ont réussi dans les années 60 à conserver une influence forte dans les institutions politiques et au-delà. Donc j'essaie de montrer cela et notamment de montrer comment les réseaux construits pendant la période coloniale avec l'association des oulémas et les expériences aussi, toutes ces associations fondées pendant la période coloniale ont perduré et ont permis en fait de ménager aux ibadites du Mzab une place dans l'Algérie indépendante, alors même que l'Algérie indépendante a un discours jacobin très fort, contrairement aux Français qui ont fait la politique classique du diviser pour mieux régner. L'Algérie après 62 ne reconnaît pas l'ibadisme, ne reconnaît pas de place particulière aux Berbères, mais les oulémas du Mzab ont su réinvestir les expériences, ces associations, les écoles, leur lien avec en gros les arabophones du FLN pour maintenir ces institutions et garder une place. Donc en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une forme de confessionnalisme officieux qui succède au confessionnalisme officiel
de la période coloniale et qui jusqu'à aujourd'hui permet aux ibadites du Mzab de garder une existence dans les interstices d'une législation qui ne les reconnaît pas en fait. Et donc la place qu'ont aujourd'hui cette Jama'a, c'est Halqat al-Azaba dans la société du Mzab est vraiment le fruit de leur réinvention pendant la période coloniale. J'espère n'avoir pas été confus, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Et excuse-moi, Marc, j'ai parlé plus que prévu. Non. Je te laisse maintenant la parole. Je suis là pour la projection. Merci beaucoup. Merci à toi. Oui, voilà, donc je vois que tu vas plus le dire, mais si je peux me permettre, non seulement tu n'as pas été confus, mais tu as été très clair. Oui, donc, merci beaucoup. exactement. Voilà. Ce qui va me permettre d'enchaîner sur les raisons qui m'ont fait beaucoup apprécier ce travail, même si je ne connais pas l'Algérie, même si je ne connais pas l'ibadisme, mais voilà, je vais peut-être dire tout l'intérêt d'un travail comme ça, peut-être pour une historienne de la Tunisie contemporaine, parce que à la fois il y a des recoupements avec l'histoire de la Tunisie contemporaine, et dans tout ce que tu essayes de montrer comme influence du religieux, je dirais pas de l'islam, du religieux dans l'élaboration d'une culture politique, évidemment d'une culture politique anti-coloniale, bien sûr, et ça, on peut voir des recoupements, même si tu prends effectivement une religion, un culte mineur et minoré, à la fois mineur pour les gens qui le vivaient, et minoré aussi par la politique, surtout la politique de l'Algérie indépendante, et minoré par la recherche et la connaissance. Et donc ça, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent. C'est bien aussi de prendre quelque chose, un petit foyer comme ça, dans lequel tu fissures quelque chose. Je trouve ça assez fort. Ouais, c'est fort. C'est ça aussi que doit être une thèse, en fait, d'une certaine façon. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. La deuxième chose qui me plaît beaucoup aussi dans ce travail, avec mon œil très tunisien, à l'arabe, c'est chacun ses limites, mais c'est véritablement que tu balayes cette idée écrasante de Zaytoun Awal Karaouyin fil Maghreb. Ça me plaît beaucoup, ça m'a ravi, parce que j'en ai un peu marre, moi aussi, de répéter un peu comment. C'est vrai que ce sont deux institutions extrêmement pesantes, extrêmement, non seulement pesantes, mais structurantes. Je ne veux pas non plus faire la maline, hein. C'est pas ça mon problème. Mais mon problème, c'est essayer aussi, effectivement, comme tu l'as fait, d'affiner un peu la connaissance de l'enseignement d'islam. Parce qu'en fait, quand on dit enseignement, on pense toujours que c'est toujours l'enseignement universitaire, bien campé, bien, tu vois, qui répond un peu aux normes. Et là, effectivement, à montrer un peu ce petit espace, et je voudrais te poser la question de qu'est-ce que pour toi, alors, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai lu, enfin, tu fais des portraits très suggestifs d'Ibrahim Bayouz, de Abou Yaqdan, ou Mohamed Al-Fayesh, etc., son neveu. Et pour toi, qu'est-ce qu'un alim mzabi? Voilà. Si tu devais faire une sorte de portrait robot d'un alim mzabi, pour toi, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est pas qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'un alim sunnite. Moi, j'aimerais bien qu'on commence un peu. Alors, on va commencer par les petits. On ne sait même pas ce que c'est qu'un alim sunnite, on ne sait pas ce que c'est qu'un alim malikite. On le sait pour des tas de travaux de prosopographiques sur le monde médiéval, mais on ne le sait pas sur la période, à mon avis, pas moderne. Enfin, il y a des modernistes dans la salle, ils peuvent réagir. Oui, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de portrait là-dedans. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de portrait, à ma connaissance. Mais bon, les modernistes, ils vont prendre la parole mieux que moi là-dessus. Et même ben alors là, sur la contemporaine, il n'y en a pas. Ça, je peux presque affirmer. Je peux être un peu plus têtu. Mais pour l'époque moderne, je ne sais pas ce que c'est qu'un alim. Je n'ai pas de portrait dans la... tu vois, une sorte de portrait. Et puis, ce qui m'a plu beaucoup aussi dans ton travail, c'est tous les... Alors, à la fois ces recoupements, mais aussi ces dépassements par le petit.
c'est très élégant de faire ça, je trouve, en histoire, et tu t'en tires très bien. Et puis, comment est-ce que tu montres, ça aussi c'est une chose qui n'est pas du tout étudiée, toi tu le fais plus que tu l'étudies, quand tu mets les bases, c'est ce rapport aussi avec la vie matérielle. Tu vois, la vie matérielle est très importante parce qu'on l'oublie en tant qu'historien, parce qu'on pense toujours à l'histoire des idées, tu sais, c'est une histoire un peu, c'est de la chantilly, tu vois, ça monte tout le temps, et puis après, on ne sait pas du tout, je crois qu'il y a quelque chose à la base, et toi, tu mets le... Et on le fait pas assez, même dans l'histoire contemporaine. On le fait pas assez. Et toi, tu nous en donnes les bases, c'est-à-dire que tu nous montres un peu par cette... tu as parlé du téléphone, mais encore une fois, parce que le téléphone lui-même, c'est quelque chose qui atteint la parole, qui atteint le charisme de la parole. Je veux dire, comment veux-tu transmettre une parole, un ordre, une spiritualité? Enfin, c'est ça qui se pose pour ces gens-là. Tu vois, par quelque chose où tu vois rien, tu vois personne, ni une barbe, ni un grand burnous, tu vois rien. Tu vois. Et la voix, c'est la voix du mu'adhin. Comment veux-tu? C'est incroyable, il faut se mettre à la place de ces gens-là. Et toi, voilà, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ton travail, c'est qu'effectivement, il faudrait qu'on se mette à penser comment les gens pensaient à cette époque-là, ce que pouvait être une voix. Et que portait cette voix quand tu ne vois pas un burnous, que tu ne vois pas une barbe. C'est ça qui donne l'ouara, tu vois. Il y a pas. Et ça si on ne le sait pas assez. Et on voit bien qu'il y a des choses similaires en Tunisie, tu vois. Quand tu as parlé des années 20, 28 et tout. Et alors, à qui on s'en prend? La pauvre femme, comme d'habitude. À tous les coups. À tous les coups, on s'en prend. Elle ne doit pas sortir, elle ne doit pas aller, elle doit porter, même Bourguiba, il dit ça. Il dit qu'elle doit porter le voile. Enfin, tu te dis, mais ils sont fous. Et en fait, c'est parce qu'il y a un bouleversement comme ça, tu vois. C'est pas laïque, religieux. Non, c'est pas ça. C'est des gens bouleversés dans leur tête. Tu vois, complètement bouleversés dans leur tête par l'arrivée de ces choses-là qui, en fait, c'est pour ça que je trouve que c'est très, très important de parler un peu de la technologie, de la vie matérielle, du transport. Alors, sur l'imprimerie, c'est vrai, c'est des choses qui font beaucoup écho à ce qui se passe ici. Moi, j'ai lu des études aussi sur la Turquie, je les ai un peu oubliées, sur cette idée aussi, comment est-ce que l'imprimerie elle-même, alors c'est des relents... Oui, c'est des relents un peu de ce qu'on pensait, c'est-à-dire, c'est pas sacré, tu vois, c'est la sacralisation des manuscrits, etc. Tu vois, bon, mais là, c'est presque une culture des traits. C'est pas dans la société, si tu veux, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup toutes tes observations là-dessus. Et puis, la troisième chose que je dirais, pour laisser un peu la place aux questions de la salle, c'est que, voilà, tu as parlé des langues. Je mets ça sur le tapis parce que c'est très important. Et moi, je me dis, tu renouvelles, c'est vrai, tu apportes beaucoup de choses, etc. Mais, et que tu permets aussi ce dialogue un peu entre, pas seulement la Tunisie et l'Algérie, mais entre le Nord et le Sud, comme on dit, l'historiographie française et l'historiographie tunisienne. Tout ça, c'est tous les mérites de ton ouvrage. Mais je pense que ton ouvrage aussi met quelque chose sur le tapis que je voudrais mettre aujourd'hui, parce qu'il est temps quand même, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a un petit blocage en ce moment, dans lequel on patauge tous, mais c'est pas de ta faute, hein, c'est qu'on a l'impression que la langue, maintenant, pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, il y a la langue de la bibliographie et la langue des sources. Et ça, je trouve que ça ce serait véritablement quelque chose de neuf à mettre là-dessus. Tu es très conscient, hein, je ne te reproche rien du tout, mais tant qu'à parler ensemble maintenant, entre nous, entre chercheurs et tout, je trouve que ce qui persiste maintenant, c'est qu'il y a la langue du terrain, la langue des sources, et puis la langue de la bibliographie, la langue de la théorie, la langue des prismes, la langue des regards, tu vois, et ça, franchement, je veux dire, on est là aussi pour que tout ça un peu s'arrête, ou en tout cas pour renouveler aussi là-dessus. Non pas que tu ne le fais pas, mais voilà. Mais je pense que ton travail aussi doit mener à ce qu'on apprenne à faire aussi ce pas de plus pour qu'une recherche un peu sur l'histoire, en tout cas l'histoire de l'Algérie contemporaine, et pas seulement l'Algérie, tu vois, il n'y a pas les blocages, et même sur l'histoire, sur la Tunisie contemporaine, c'est la même chose. Il y a une sorte de surcharge de ces théories, de ces références théoriques, en français, en anglais et tout, et puis on répète. Et l'historiographie locale, en arabe, elle est écrasée. Et on répète. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a une libération à faire pour nous tous. Voilà, c'était juste pour te donner un peu la répartie
et donner la parole à la salle. Merci beaucoup. Je réponds d'abord à moi peut-être. Alors merci pour ces trois points importants. Je commence du coup par la fin. Tu as tout dit, je ne veux pas le dire. Non, je commence par la fin, cette question des langues. Et je te remercie, tu mets en effet, tu pointes une limite importante de mon travail, alors qui était une limite très nette dans ma thèse, c'est-à-dire que j'ai commencé ma thèse en étant vraiment en ayant commencé l'arabe 1 an et demi, 2 ans avant, donc je n'arrivais pas à lire grand-chose. Mais je l'ai dit pour nous, hein, je ne dis pas pour toi. Mais du coup, c'est vrai que j'avais concentré mes efforts sur les sources, avec notamment l'aide de Hind. Et j'ai travaillé surtout, en effet, sur une historiographie du Mzab ancienne. C'est-à-dire que dans mon livre, je me réfère essentiellement, pour parler de l'historiographie locale, alors j'aime pas trop parler de local parce qu'elle peut avoir une ampleur, c'est pas bien de l'assigner à ce lieu, c'est faux. Je parle surtout de Mohamed Ali Debbouz, qui est un élève du Cheikh Bayoud, qui a commencé à publier, juste après l'indépendance, d'abord une Tarikh al-Maghreb al-Kabir, puis une histoire du Grand Maghreb, puis une Nahadat al-Jazair al-Mubaraka, non, al-Haditha wa Thawratuha al-Mubaraka, donc une histoire de la Renaissance bénie, de la Renaissance moderne de l'Algérie et de sa révolution bénie, donc vous voyez une historiographie très nationaliste. Et j'ai moins utilisé les travaux notamment de ses élèves, puisqu'en fait Debbouz était historien, alors il était prof dans le secondaire, dans un institut ibadite, mais il a eu des élèves qui eux-mêmes, dans les années 70-80, sont entrés dans l'université algérienne, et il y a aujourd'hui toute une historiographie, alors qui est souvent une historiographie mozabite, sur l'histoire de la région, et que j'ai peu utilisé, ou que j'ai utilisé un peu de façon opportuniste pour éclairer mes sources. Par exemple, sur Abou Yaqdan, il y avait tout des travaux de collègues d'Alger, Mohamed Nasser Bouhajam et d'autres. Mais c'est vrai que je ne me suis pas engagé dans un dialogue tellement avec eux dans mon livre. Alors, peut-être faute de temps, peut-être un peu lâchement, mais j'espère que c'est quelque chose que j'aimerais arriver à faire davantage dans l'avenir. Donc là, j'avais essayé de redresser un peu la barre entre la thèse et le livre, mais c'est imparfait. Inch'Allah, j'y arriverai, mais je pense en effet que, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait très peu de travaux sur l'Algérie contemporaine qui utilisaient des sources arabes. Je suis entré dans ce moment, et maintenant, en effet, on est peut-être passé à un moment suivant. Là, si on veut faire vraiment mieux, il faut aussi engager davantage le dialogue avec les collègues historiens et historiennes arabophones. Mais qu'il ne faut pas plus, on va dire, la question des sources, la langue des sources, c'est de la langue du regard, et la langue de la théorie, c'est pareil, on est logé à la même enseigne, on est dans le même contexte de recherche. Oui, complètement. Oui. C'est pour ça que je te pose la question, c'est pour nous la poser. Oui, c'est vrai que mon approche c'est pas du tout un reproche. C'est pas du tout un reproche. C'est un reproche que je me fais à moi-même. Non, mais c'est là où on nage, c'est là où on baigne, voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est vrai, et ça fait partie. J'espère que le forum d'Insaniyat permettra notamment de rééquilibrer ça. Le deuxième élément que tu pointais, c'est cette question du rapport à la vie matérielle, alors que j'ai essayé que je traite de 2 façons. Alors, pour moi, c'est quelque chose de très très important, à la fois le rapport des acteurs à la vie matérielle, et puis à l'économie, ça va ensemble. Je pense que j'y ai été sensibilisé par rapport à des histoires très intellectuelles, alors d'une part, parce que moi, les histoires des idées, ça me m'enquiquine un peu. Enfin, c'est important. C'est stérile. Non, c'est pas stérile, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ça qui m'amuse. Et malheureusement, je suis quelqu'un qui a besoin de s'amuser pour avancer. Et puis surtout, je sais pas, mais. C'est au cannibalisme pourtant. Ah oui, mais. Alors, je suis arrivé à cette histoire par le terrain, en fait. J'étais bibliothécaire à Alger, je m'ennuyais un peu dans mon travail de bibliothécaire, et je suis parti en vacances au Mzab et j'ai été complètement fasciné. Et du coup, c'est par ce terrain et du coup aussi par le rapport spécifique qu'entretiennent les Ibadites encore aujourd'hui à l'environnement que j'ai. Alors, spécifique, c'est pas pour non plus les spécifier et les construire en des bêtes curieuses, mais il y a quand même une façon dont la communauté se construit, une culture très spécifique qui m'a frappé, et donc j'ai essayé d'en faire un peu l'archéologie. Et donc, c'est vrai que
ce rapport à la vie matérielle, c'est ce que j'exposais tout à l'heure, hein, c'est tout ce changement des habitudes culturelles, des habitudes de consommation dans les années, alors qui en fait est très situé socialement, hein, qui commence chez les plus riches dans les années 20, 30, et qui progressivement touche davantage la société. Je pense que ça, c'est un mouvement qui va jusqu'aux années 70, en fait, auquel j'ai essayé d'être attentif, et aussi parce que les sources m'y ramenaient en fait assez constamment, parce que c'est beaucoup par là que, dans un contexte où évidemment le champ d'application du fiqh se réduit drastiquement avec l'arrivée des institutions françaises, notamment donc les Français mettent en place des tribunaux de statut personnel ibadite, donc pour juger les affaires essentiellement de mariage, d'héritage, de divorce, mais tout le reste, ça devient l'affaire des juges français. Et du coup, mes pauvres oulémas de l'Halqa de Azaba, on voit aussi leur champ de compétences réduit énormément, et ce sont ces affaires de consommation, de contrôle du comportement des femmes, ces affaires de pratiques religieuses qui deviennent centrales, et autour desquelles, du coup, hein, ce sont les aïdadet, en fait, c'est autour de ça que se reconstruit leur magistère, et du coup, c'est ça qu'on voit dans les sources, donc j'ai essayé d'en parler. Et l'autre volet de la vie matérielle qui m'a passionné, j'ai essayé d'en parler rapidement tout à l'heure, c'est ces questions d'économie, et cette façon dont, en fait, ce que j'essaie de montrer, hein, c'est comment les réformistes, dans les années 30-40, ouvrent les vannes à toute une série de pratiques, donc non seulement de consommation, mais aussi de pratiques commerciales, de pratiques financières, d'origine européenne. Alors souvent, ça passe par l'Égypte, d'ailleurs. Hein. Pour qu'une pratique française soit acceptée, il faut montrer qu'elle est déjà acceptée en Égypte. Oui, il y a une triangulation du désir. Et maintenant, tout passe par l'Amérique. C'est ça, peut-être, oui. Et maintenant, par le Golfe. On parle le Golfe, ouais. Et du coup, et donc j'ai essayé de montrer comment cette ouverture, j'aime pas forcément ce mot, hein, qui a une connotation positive, j'ai pas envie de juger les acteurs, mais en gros, ce travail de mise à jour du film, il se fait, en fait, il va de pair, il est beaucoup la conséquence, il est lié à cette alliance entre les oulémas et les commerçants. En fait, les oulémas épousent des filles de commerçants enrichis, les oulémas utilisent les voitures et les autocars de ces commerçants, ils sont financés, hein, cette presse notamment en arabe qui est très très coûteuse à l'époque, elle est financée par ces commerçants, les oulémas eux-mêmes se lancent dans des affaires financières en faisant des chaliquettes avec des associations, enfin des partenariats avec les... C'est le début des coopératives en Tunisie aussi. Tout à fait. Et du coup, il y a tout un mouvement, hein, on voit les oulémas qui se mettent à réfléchir sur cette économie et qui rendent licite tout un ensemble de pratiques, et en échange de ça, ils sont financés par ces nouveaux riches, si je puis dire, hein, qui en effet construisent vraiment des fortunes colossales, hein, c'est des dizaines, des centaines de millions amassés par certaines de ces familles. Voilà, c'est pas du tout le monde, parce qu'aujourd'hui vous avez une espèce de mythe des Mozabites qui sont riches et avares. Donc non, tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'est pas avare, mais il y a clairement une classe, une petite couche de gens qui s'enrichissent à sa période coloniale et qui ont besoin que leurs enfants aillent dans des écoles modernes et qui du coup les financent, qui ont envie de lire la presse et qui du coup la financent, etc. Et donc il y a cette synergie que j'ai essayé de mettre en avant et qui donne du coup une grosse place. En fait, c'est une histoire beaucoup sociale et culturelle et religieux. C'est pour ça qu'elle est instructive. Et ça m'amène, pardon, je parle trop, à cette question du portrait des oulémas dont tu parlais. En fait, c'est pas possible de faire un portrait du alim ibadite, puisque justement la période sur laquelle je travaille est une période d'éclatement de cette figure. Enfin, c'est ce que je crois. Alors, je suis pas moderniste, j'ai quand même essayé, dans mon premier chapitre, d'aller un peu loin dans la période moderne pour comprendre comment cette figure des Azaba émerge. Mais en fait, ce que montre mon livre, c'est comment justement dans les années 20-30 éclate le paradigme, la figure du alim ibadite. Jusque-là, en fait, le ilm ibadite était un peu contrôlé et transmis dans ces halqa, donc dans ces cercles d'oulémas,
Cercle d'ouléma, j'avais noté tout à l'heure rapidement, voilà, qui se réfère à une règle rédigée au XIe siècle, attribuée à Abu Abdallah Mohammed ibn Bakr, et à d'autres règles postérieures. Donc des règlements assez précis qui régissent la vie de ces azaba. Alors azaba, c'est la racine du célibat en arabe, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont célibataires, mais ça renvoie à des pratiques religieuses plutôt de réclusion, de retraite. Et alors c'est notre collègue Cyril Ayer, qui est à Lyon, qui montre ça assez bien. Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, ces azaba, c'est la réponse des ibadites au soufisme qui se répand au Maghreb à partir du 12e dans ces eaux-là. Et en fait, ça ressemble beaucoup à une tariqa soufie, mais c'est la règle des ibadites et qui permet de transmettre la aqida, la profession de foi ibadite, avec ses particularités théologiques, ses particularités jurisprudentielles, et qui par un système, alors, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des ijazas, mais quelque chose de comparable, permet à l'apprenti, disons, au gamin qui va apprendre le Coran dans l'école coranique de la mosquée du Qsar, qui va ensuite devenir ce qu'on appelle alors, c'est les Irwen, donc les frères en arabe, en berbère, pardon, et qui ensuite, progressivement, quand il devient savant, peut prétendre donc devient un talib, et ensuite peut prétendre à devenir un Azaba. Les Azaba étant 12, alors jusqu'aux années 60-70, 12 par halqa dans chacun des usul, qui se cooptaient, et avec une hiérarchie assez forte, donc avec un shir des Azaba, qui était les mots me sont perdus là, mais le Babba, enfin, en fait le shir des Azaba, et alors on les repère dans les cimetières, ils ont des tombes plus ornées que les autres. Chacun dans cette hiérarchie ayant un rôle déterminé. Vous avez ceux qui s'occupent des waqf, ceux qui s'occupent de laver les morts, ceux qui s'occupent d'enseigner, etc. Donc voilà un peu ce portrait du alim ibadite et en fait ces oulémas circulaient dans cet archipel ibadite. Donc le alim a des fonctions de culte. Le alim a des fonctions de culte, des fonctions d'enseignement, une transmission du savoir. Cette figure des oulémas ibadites, elle émerge aussi avec des bibliothèques. On a des traces de bibliothèques au Mzab dès le 15e, 16e siècle. Beaucoup de bibliothèques qui existent encore aujourd'hui, qui sont des waqf, des herbous. Et ces oulémas, alors comme les autres grands oulémas du Maghreb, circulaient entre donc le Mzab, Djerba, Jebel Nefoussa. Alors, Djerba était le centre principal de l'ilm ibadite, probablement jusque vers le 16e, 17e siècle. Ensuite, c'est le Mzab qui devient le centre. Et circulait aussi dans les grandes capitales, comme, et alors je suis désolé, ça va nous ramener à Jum'at al-Zaytouna, puisque. Non, mais j'en veux pas. Puisque il passait aussi à Tunis, où il y avait du coup un kham, un waqf ibadite, et aussi à côté d'Al-Azhar, où il y avait le Wikalat al-Jamous, qui était fondé par des Djerbiens, et qui était un waqf qui accueillait les ibadites qui voulaient étudier à Al-Azhar, etc. Et en fait, donc, pardon, je me perds dans les détails, mais mon livre en fait montre l'explosion de ce système, puisque à partir des années 20, les réformistes contestent le monopole des Azaba sur le ilm, en envoyant notamment les élèves du Mzab dans des ba'atha à ilmiya, donc dans des missions scientifiques à Tunis. Ils ouvrent, il y avait un internat ibadite alors ça commence en 14 et ça se régularise à partir de 1920 et jusqu'à la guerre d'indépendance algérienne. Vous avez régulièrement des centaines d'enfants, de petits garçons du Mzab qui partent étudier à Tunis. Alors peut-être des dizaines, des centaines, j'exagère, mais des dizaines chaque année et qui partent étudier à Tunis. Puis ensuite, à partir des années 30, qui étudient sur place au Mzab dans des écoles réformées qui en fait viennent progressivement se substituer à l'école de la mosquée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les réformistes ont fait un espèce de hold-up sur ce système, le Nizam el-Azaba. Ils ont reconstruit, aujourd'hui quand on parle de Nizam el-Azaba, c'est un Nizam réformé, et qui en fait reprend le nom, reprend une partie des attributs des Azaba anciens, mais a quand même changé profondément
les modes de transmission de ce savoir. Alors, tu as raison aussi avec le bouleversement de l'imprimerie, ensuite de la radio, etc. Et du rôle social de ces oulémas qui, en fait, quand je dis qu'ils subvertissent les mosquées, c'est aussi qu'ils s'émancipent de leur financement. En fait, alors, c'est un peu... j'ai pas réussi à dénouer cette affaire, mais en gros, mes oulémas des années 20-30, progressivement, vont devenir journalistes, vont devenir hommes politiques, vont devenir enseignants, sont financés par les réformistes, sont financés par les commerçants, et ça correspond en fait à un déclin des habous des mosquées. Ouais. Alors je ne sais pas ce qui provoque le déclin, je pense que c'est profondément l'économie coloniale, mais du coup ça les émancipe de ces mosquées, et ça explique aussi cet éclatement de la figure des savants ibadites. Et si on continue même plus loin, donc le champ religieux se divise entre muslihoun et muhafiddoun, entre réformistes et conservateurs, puisqu'il y a quand même eu des poches de résistance de ces conservateurs, et il y en a toujours aujourd'hui, hein, donc principalement à Benizgan et à Gardaya, et qui ont même conduit, à partir des années 70, à un éclatement et à une multiplication des halqa de Azaba. Donc depuis les années 70, vous avez parfois plusieurs halqa concurrentes dans un même sar, qui signent cette division de la communauté avec des familles réformistes, des familles conservatrices, et puis aussi une inflation du nombre de Azaba. Donc, alors ça c'est lié aussi à l'enseignement de masse, à l'explosion démographique dans la région, mais évidemment il n'y a plus du tout uniquement 12 Azaba par sour, il y en a par Ksar, pardon, il y en a beaucoup plus. Donc on a un portrait type qui est difficile à faire, d'autant que le rapport des ibadites contemporains au kalam et à la aqida ibadite est beaucoup plus distant que ce qu'il était encore à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que toutes ces particularités théologiques, doctrinales, qui faisaient l'ibadisme jusqu'à la fin du 19e, elles sont toujours là de façon sous-jacente, mais on n'en parle plus. La question, notamment, dans la aqida ibadite, le Coran est créé. Il y a l'idée que le Coran n'était pas à côté de Dieu depuis toujours, ça vient de débats théologiques de la période médiévale sur lesquels je serais très mal à l'aise, mais il y a cette idée que, en fait, en gros, Dieu a écrit le Coran au moment de la révélation, de l'envoyer à Mohammed. Ça, par exemple, aujourd'hui, personne n'en parle, ça n'est pas... C'est vu comme quelque chose qui divise les musulmans, il ne faut pas en parler. Donc le ilm ibadite est aussi un peu... Pas parce que ça divise trop ou parce que c'est oublié? Alors, les oulémas n'en parlent pas parce que ça divise trop, et le reste des croyants l'ont oublié. Enfin, on s'en fiche, oui. Et en fait, du coup, les pratiques, le fiqh reste, mais sur la aqida, c'est vraiment pas très fondamental. Et du coup, ça dit aussi quelque chose de cette... Voilà, avec la transformation du ilm, se transforment les oulémas. J'essaye d'être synthétique, mais j'ai du mal. Sinon, c'est très bien. Très bien. On va peut-être passer la parole à la salle. On a encore du temps. Voilà. Oui, Hélène. Alors, je suis très heureuse de voir Augustin enfin à Tunis. Et Augustin s'était connu au moment où on préparait une thèse pour la BNF surtout. Et en te regardant comme ça présenter ton livre, ça m'a fait revivre ces colonnes de Wedemzad qu'on a parcouru ensemble. Et surtout l'intérêt de ce journal, les questions qu'il traite. Je me rappelle qu'il donne surtout une place particulière à les questions de la femme. Ça m'a beaucoup étonnée à l'époque. Le pèlerinage, par exemple, aussi. Donc, tas de questions qui reflètent la vie quotidienne de cette petite communauté. Et ça montre aussi l'intérêt de la presse pour l'écriture de l'histoire. Nous, malheureusement, on a tendance à se méfier de cette source. Je voudrais justement revenir à la langue du regard, selon l'expression de Omar, pour savoir quel était le regard que l'administration française, la colonisation française, portait à ces Romains. Merci beaucoup, Hind. Tu avais d'autres questions, pardon. Non.
D'accord. Merci beaucoup d'évoquer ces bons souvenirs. Et c'est vrai, hein, cette presse, c'est une chose très riche. Alors, à condition de l'utiliser avec d'autres, de la croiser avec d'autres sources, il y a plein de choses à y apprendre. Et en fait, l'histoire de cette presse elle-même est complètement passionnante. Sur le regard de l'administration française, alors, en fait, c'est intéressant. Spontanément, je m'en suis beaucoup méfié à l'époque. Et progressivement, j'ai appris à comprendre qu'il n'y avait pas un regard. En fait, l'administration française, c'est pas du tout une entité unifiée, que si on veut travailler sur ces... En fait, il y a des tas d'acteurs avec des positionnements très différents. Pour dire les choses rapidement, on a en fait une alternance de moments où l'administration, disons les administrateurs locaux, ou bien l'administration des territoires du Sud à Alger, puisque c'est ça la tête de pont de ces militaires, soit utilisent ces oulémas, ces savants, soit les met de côté, hein, les marginalisent. La méfiance étant quand même globalement, il y a une méfiance assez forte. Et donc, par exemple, sur le Shirt Fayesh, donc le grand Shirt Fayesh de la fin du 19e, qui est une figure fondamentale hein, pour les Ibadites encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une université à Gardaïa et je sais qu'il y a eu des luttes très fortes autour de son nom, parce que c'était un centre universitaire d'Alger, donc il n'avait pas de nom, et puis c'est devenu une université, et les Ibadites de la région voulaient absolument l'appeler l'université de Fayesh. Alors ça, c'est pas fait parce que ça aurait été donné trop de place aux Ibadites par rapport aux populations arabophones, malékites de la région. Mais ce Shirt Fayesh, il est fondamental dans le récit de la communauté, notamment dans le récit nationaliste, hein, dans l'idée de l'insertion en gros, le fait que les Mozabites ont lutté contre les Français. Et en effet, quand on regarde les sources coloniales, il y a un certain nombre de documents où les Français se méfient beaucoup de ce Fayesh. Ils le mettent en prison 24 heures à un moment, au tout début de la conquête, en 82, au moment de l'annexion. Et jusqu'au bout, il y a une méfiance très forte. Mais quand on travaille plus, on se rend compte que dans les années 1880, il a aussi été un intermédiaire essentiel qu'ont utilisé les Français, alors pas forcément à son corps défendant, dans la mise en place de la justice locale. C'est-à-dire que ce Fayesh, par exemple, en fait, avait développé avant, donc dans la période dite de protectorat, hein, dans les années 70, des liens avec un orientaliste français berbérisant, Émile Masqueret, et ça avait été en fait son informateur local. Masqueret était venu au MZA, avait commencé un travail sur la langue, sur l'histoire de la région, et en fait il avait des liens privilégiés avec Fayesh. Et ce Masqueret, qui était prof à l'école des lettres, donc à la future université d'Alger, il était en fait aussi très proche donc, des républicains opportunistes qui prennent le pouvoir en France en 1979. Il était proche de Jules Ferry. Et en fait, en 80, il était proche du gouverneur général, dont le nom m'échappe maintenant. Et en 82, c'est lui qui donne des conseils sur la façon de mettre en place une administration Hamza. Et c'est lui qui en fait dit attention, il faut préserver. Et en fait, c'est lui qui pose les bases de ce confessionnalisme colonial, de cette place spécifique donnée aux Ibadites. Non, ça c'est dans les années 30. Non, je n'arrive pas à trouver. C'est Cambon, je pense. Non, est-ce que c'est Cambon? Je sais plus. Mais c'est Masqueret qui conseille, qui pose les bases et qui en fait demande à Fayesh. En fait, il y a toute une négociation pour que Fayesh donne ses manuscrits de fiqh, son interprétation de fiqh ibadite, pour aider les juges français qui doivent en appel juger des décisions des tribunaux ibadites. Tous les premiers juges, tous les premiers qadis ibadites sont des élèves de Fayesh. Et donc là, on voit que cette méfiance, en fait, elle est à géométrie complètement variable et que les oulémas peuvent jouer un rôle important. Et on a le même phénomène donc, dans les années 40, ce Bayoud, qui donc se construit dans les années 30 comme le chef de file des réformistes. Au début, les administrateurs s'en méfient comme de la peste, ils les voient comme un intrigant. Et en fait, progressivement, déjà au moment du Front populaire, il est reçu, c'est un intermédiaire qui justement va rencontrer la commission parlementaire qui s'occupe du projet Blum-Violette de réforme du statut de l'Algérie en 1936, à l'été 1936. Et puis surtout, à partir de 47-48, il y a un moment en fait où Enfin, ça commence avant, pardon. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, l'administration française ne parvient plus, les militaires dans le Sud sont trop peu nombreux, il y a des pénuries de gasoil, enfin
d'essence, de carburant, merci. Ils n'arrivent pas à faire parvenir leur ravitaillement dans le Mzab. Et ils sont obligés en fait, de se tourner vers ces nouveaux riches dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui en fait, en association avec les oulémas, se substituent à l'administration défaillante. Et en fait, à ce moment-là, le positionnement change. Et en fait, il y a un jeu qui se passe. L'administration des territoires du Sud à Alger, de façon tacite, passe un espèce d'accord avec Bayoud et les réformistes, qui aboutit à leur prise de pouvoir en 1947, contre l'avis des militaires sur le terrain qui se méfient encore. Donc il y a, voilà, j'ai mis 15 minutes à te répondre, mais c'était ça que je voulais dire. Et je voulais juste dire un mot sur la langue, parce que quand même j'aurais dû répondre ça aussi à Kamar tout à l'heure. Il y a quand même une autre limite très forte dans mon travail, c'est que je ne suis pas berbérophone. Donc la langue des savants, comme Mzab, encore aujourd'hui, c'est l'arabe. Dans les sources de l'époque sur lesquelles j'ai travaillé, c'est l'arabe. Mais la langue de tous les jours, c'est le Tomzat. Alors, j'ai fait un très gros terrain au tout début de mon travail, en 2008-2009. Je suis resté 8 mois au Mzab. Et là, j'avais récupéré chez les Pères Blancs des vieilles méthodes de berbère. J'avais appris des choses. J'arrivais à comprendre à peu près de quoi les gens parlaient. Je me présentais. Ensuite, j'ai fait des terrains plus courts et j'ai tout oublié. Mais clairement, j'ai utilisé quelques sources en berbère parce qu'elles étaient traduites. En fait, c'était des sources traduites par des berbérisants, par des folkloristes. Mais je n'ai moi-même pas été capable, donc ça c'est vrai que c'est un biais fort, et je sais que j'ai reçu des critiques intéressantes vraiment justement de gens qui aujourd'hui au Mzab sont plutôt berbéristes, qui sont souvent aussi très sécularistes, et qui trouvent que j'ai un regard qui donne beaucoup trop de place à la religion, notamment que je néglige trop la place des Djemra, alors que eux, de mon point de vue, lisent avec l'œil des Kabyles, enfin des berbéristes kabyles qui mettent beaucoup en valeur les Fajmarat, mais qu'en gros je majore la place des ulama, des Azaba et de la charia en fait, au détriment du rôle important des Djemara que eux lisent comme des organes séculiers, ce qui n'est pas du tout ma lecture. Non, je crois. Mais voilà, pour rendre justice pleinement à la question de langue. Ces Djemara ont des écrits en arabe. Pas en berbère. Non, en arabe. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, cette Itifaq, qui est dans un arabe très mélangé, un espèce d'arabe médian entre le Fosha et le berbère. Mais ce que Darja. je veux dire, c'est que ton manque de berbère, qu'est-ce que ça t'a empêché ce serait, je pense que ça m'aurait permis, non, de lire. Ça m'a rien empêché de lire d'anciens, puisque, en fait, alors il y a des manuscrits, il y a quelques manuscrits berbères en caractère arabe, mais qui sont des manuscrits antérieurs au XVIe siècle. On a des traces, on voit aussi notamment des Aqida qui sont transmises en arabe, mais dans lesquelles il y a écrit que ce sont des traductions de Aqida d'abord écrites en berbère. Non, ce que ça m'a empêché de faire, c'est un terrain en berbère aujourd'hui. J'ai essayé d'être très sensible à ce qu'est cette histoire aujourd'hui, parce que c'est une histoire très, très vivante. Les gens aujourd'hui au Mzab sont encore dans des écoles réformistes ou des écoles conservatrices, sont de familles conservatrices ou réformistes. Donc ça, j'ai essayé d'y être sensible. J'ai fait des entretiens, alors ils étaient nuls, ils étaient catastrophiques, je ne les ai pas beaucoup utilisés, mais ils m'ont quand même aidé à comprendre les choses. Et ça, c'est vrai que si je les avais fait en berbère, j'aurais sans doute vu autre chose. Mais je ne saurais jamais quoi. Ça part du mystère. D'autres questions? Ah, il y a Mabrouk. Merci Augustin pour cette conférence. Parce que quelque part, on est tous des Ivoiriens, étant donné que nous sommes des démocrates contrariés. Une question à propos de ce monde de Ksour. Ouais. Dans le monde des habitants, est-ce que le Ksour sert à l'habitat, ou bien c'est parce que dans le Ksour de ces Tunisiens que je connais, donc le Ksour, c'est en quelque sorte l'agora, c'est le lieu de rencontre collective, c'est le lieu c'est les magasins et le lieu refuge. Le lieu de refuge de Fortas pendant les temps de crise, mais ne sert jamais pour l'habitat, parce que c'est le cas. Et pour le chiffre 12, peut-être il faut trouver ça dans le cœur, parce que le 12 c'est le Nissab. Pour faire la prière du vendredi, il faut avoir une douzaine de personnes au moins. D'accord. Et une autre question c'est le réformisme. Tu sais, oui. Est-ce que tu trouves que le réformisme est une mouvance adoctrinale, parce que tu traverses tout, donc chez les chiismes, chez les sunnites, et dans les khaïlis. Et Tfaïch, donc, il a fallu qu'il fait le voyage en Orient
pour avoir, pour revenir avec les idées des réformes. Ouais. Donc les réformes, c'est en quelque sorte un lieu de rencontre entre tous les doctrines de l'islam. Mais c'est comme la démocratie aujourd'hui. Peut-être, oui, La bonne mais façon. et en quelque sorte. Et est-ce que ça coïncide avec une sorte de crise interne dans la société mozambique, parce que le lien avec l'ORDEM, le lien des échanges commerciaux, il est en rupture. Le lien avec, pardon? Avec l'ORGAN ou bien ARDEM. Ah, oui. Donc c'est un moment de crise. Donc la société intérieure, il y a une sorte de configuration, une sorte d'une nouvelle mobilité avec cette migration vers Vers le nord. oui, vers le nord et là. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une communauté mozambique, par exemple, dans les milieux de la migration en France? Et voilà. J'ai d'autres questions, mais voilà. Merci, Mabo. Vous avez une question, madame, peut-être? Oui, Je peux la prendre en même temps. c'est plus sur votre façon de travailler. Donc, donc, vous avez travaillé dans une société qui est assez fermée, dans une plus grande société qui n'est pas facilement plus. Donc, Vous voulez dire l'Algérie? oui. Ouais. Donc, je voudrais savoir comment vous avez pu procéder pour avoir l'information pour. Voilà. Merci beaucoup, oui, c'est vrai. Merci pour cette question. Alors, Mabrouk a parlé de démocrates contrariés. C'est amusant en effet, hein, parce que en fait, la différence première entre les Ibadites, donc qui font partie de ceux que les rhésiographies sunnites a appelés les Khawarij, ceux qui sont sortis. Donc leur différence première avec les sunnites et les chiites, hein, c'est que ces Khawarij, enfin leurs ancêtres, les Muhakkima, en fait, on met en avant l'idée hein, que le khalifa, le successeur du prophète, ne devait être ni de sa famille, donc ça c'est les chiites, ni de sa tribu, qui sont l'origine du sunnisme, mais que ça devait être le meilleur des musulmans, fût-il un esclave, et élu par l'Assemblée des musulmans. Alors, de façon ironique, hein, à chaque fois qu'un imam ibadite a vu le jour, ça s'est toujours passé de façon dynastique malgré tout. De façon étonnante, le meilleur des musulmans était toujours le naturel et revient au galop, le fils de son père. Il y a même eu des schismes à cause de ça. Oui. Mais encore aujourd'hui, c'est vrai que notamment dans l'apologétique ibadite, on met beaucoup en avant l'idée des démocrates de l'islam. Alors, tu m'as posé une première question sur le qsar. Alors, le qsar, c'est le mot qui, vous savez, en arabe, fosha, ça veut dire le palais, mais au Sahara, ça désigne un des types d'habitat, d'urbain. Enfin, ça désigne dans l'architecture, dans l'urbanisme, un type particulier. Alors, en général, en effet, le qsar, c'est dans ces zones, dans le sud tunisien, mais aussi notamment dans le Gourara, dans le Touat, ou bien dans le sud marocain. Ça désigne des espèces de forteresses sur lesquelles s'appuient les habitats sédentaires, hein, les zones d'habitat sédentaire dans les sociétés oasiennes. J'espère que je ne dis pas une chose trop approximative. Au Mzab, le qsar, c'est pas juste ce lieu donc, de rassemblement, de ce magasin où on met les réserves du village et où on se réfugie en cas d'attaque bédouine. C'est vraiment le village lui-même qui est fortifié, avec au sommet la mosquée. En fait, vous avez au sommet la mosquée, le quartier où vivent les familles de ulama, parce qu'en fait, hein, il y a des Bayt el-Ilm chez les Ibadites, même s'ils sont très démocrates, il y a des Bayt el-Ilm comme chez les autres, donc des familles de savants. Et puis, en bas du qsar, puisque c'est aussi dans la topographie, hein, sur des collines ou à flanc de falaises, vous avez les zones plutôt dévolues aux échanges commerciaux avec les nomades malékites, arabophones qui gravitent autour. Et c'est aussi les zones où sont venus habiter, ont été accueillis, si je puis dire, ou je ne sais pas comment formuler les choses, la minorité juive, puisque à Gardaya et ensuite à Guéra et Golgan, vous aviez des familles juives, et aussi les familles arabophones sédentaires qui se sont implantées en périphérie des Ksour, alors soit pour certains Ksour dès la période moderne, soit à partir de l'arrivée des Français dans les autres.
Donc non, le Qsar est vraiment un lieu d'habitation, de vie, et qui est de façon intéressante séparé de l'oasis de 1-2 km. Et donc il y avait en fait une noria quotidienne des agriculteurs qui allaient vers l'oasis, et aussi une noria annuelle, puisque l'oasis est un lieu d'habitat pendant l'été. Quand il fait chaud, on va habiter dans les oasis où il y a des maisons en fait, dans les jardins. Alors sur le fiqh, tu m'apprends quelque chose sur ce chiffre 12. Alors les missionnaires catholiques et puis ensuite des orientalistes italiens se sont beaucoup excités sur le chiffre 12, sur les azaba, le célibat. Ils ont vu une origine monastique chrétienne, mais je crois que ton explication du fiqh et du nombre minimum de personnes pour faire la prière me paraît plus juste. Le réformisme comme mouvement adoctrinal, en fait, c'est à la fois très juste et ça trouve en même temps ses limites. C'est-à-dire que c'est vrai que cet islah, c'est un mouvement qu'on trouve du Maroc à l'Indonésie, à l'Asie centrale, dans tout le monde musulman, avec des points communs extrêmement forts et dont semble naître un espèce d'islam mainstream. Je vous parlais tout à l'heure de l'émergence d'un islam plutôt citadin au Mzab. Alors je dis citadin parce qu'il vient de ces commerçants, de ces oulémas qui fréquentent le nord, les villes, mais c'est aussi tout simplement un islam un peu mainstream et qui permet à la fois par le lissage, l'uniformisation des pratiques culturelles et des pratiques cultuelles, et par des modes de transmission du savoir, par l'oubli un peu des doctrines fondamentales de la Aqida qui permet de discuter, de passer un peu inaperçu parmi les autres musulmans. Il y a cette volonté des réformistes ibadites, alors elle s'affirme plutôt à partir des années 30, 40, de faire des ibadites une sorte de 5e école du sunnisme. Donc en échange, ils acceptent l'idée que les sunnites sont des bons croyants, ce qui n'allait pas du tout de soi jusque-là. Et donc il y a en effet quelque chose d'adoctrinal. Et en même temps, ça s'accompagne malgré tout d'un renouvellement des lignes de clivage, c'est-à-dire que le taqrib, ce mouvement d'entente entre les écoles religieuses, alors il a été bien étudié, il y a des efforts importants entre chiites et sunnites, entre chiites duodécimains et sunnites au Proche-Orient, entre l'Iran et le Proche-Orient dans les années 30, 40, qui trouvent ses limites. Alors c'est les travaux notamment de Rainer Brunner qui en parlent. Alors ils trouvent leurs limites la plus triste avec le divorce de Soraya et autres. Si vous voyez de quoi je parle. Et alors pour les ibadites, c'est plus feutré, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de taqrib inabouti, où les ibadites acceptent, réécrivent leur histoire médiévale, réécrivent en gros le récit des origines de façon à entrer dans le récit sunnite. C'est ce que fait Debouze, ce que après Ibrahim Tfayesh et Abou Yaqzan. Et en même temps, ça ne va pas jusqu'au bout, puisqu'au bout du compte, ce qui prédomine, c'est le cadre national algérien, où en fait il n'y a plus de madahib. Et on a cet islam, c'est l'islam point. Et alors qu'en réalité, les écoles réformistes ibadites sont des écoles pour les ibadites. En fait, tout ce mouvement réformiste ibadite, alors certes, il dialogue avec l'association des oulémas, il les ressemble par beaucoup d'aspects, mais il reconduit complètement les limites sociales, la clôture de la communauté qui préexistait. Et donc de ce côté-là, c'est adoctrinal, mais c'est pas pour autant que c'est aconfessionnel. Peut-être que cette nuance permet d'expliquer ça, c'est-à-dire que les doctrines sont minorées, mais la confession reste centrale. Et donc tu m'interrogeais sur la crise interne de la société mozabite. Alors, la période coloniale, et notamment l'entre-deux-guerres, est un moment de crise profonde, mais je ne sais pas si c'est une crise économique. En fait, moi, je pense qu'en fait, le Mzab n'a pas joué un rôle si important dans les échanges commerciaux transsahariens. Je pense que les ibadites de Ouargla, de Cedrata à la période médiévale, Ouargla, c'est à peut-être une centaine de kilomètres à l'est du Mzab, et il y a eu une oasis énorme là, vers le 11e, 12e siècle, et ensuite la ville est restée importante, même une fois que les ibadites y sont devenus minoritaires.
Et Ouargla est un centre important du commerce transsaharien encore jusqu'au 18e, 19e. On le voit notamment dans certaines rihlettes marocaines, hein, de savants qui traversent le Sahara et qui passent là. Mais moi, alors ça n'a pas été plus travaillé que ça, il faudrait vérifier, mais je n'ai pas l'impression que le Mzab a été un relais transsaharien si important. Ce que l'on voit au contraire, hein, c'est que dès le XVIIe siècle, les Ibadites du Mzab sont présents à Constantine, à Alger, à Tunis, et se développent davantage en relation avec le nord et l'est, le nord-est du Maghreb qu'avec le sud. Et du coup, je ne pense pas qu'il y ait une rupture profonde au 19e là-dessus. Il y a une crise pendant la période de conquête du nord de l'Algérie. Ça, c'est sûr que la conquête très longue, vous savez, les Français se battent pendant 5 décennies pour venir à bout des Algériens. Là, il y a une désorganisation totale de l'économie du Mzab et qu'on voit dans des tas de querelles internes que du coup les Français utilisent pour dire qu'ils vont apporter la paix, etc. Mais je ne crois pas qu'il y ait tellement de rupture avec le Sud. Et à partir de 1880, le commerce avec le Nord se développe de façon extrêmement rapide et forte. C'est un des chapitres de mon livre, on parle beaucoup. Et alors, mes réponses sont trop longues, pardon. La communauté mozabite en France. Alors, il y a des mozabites en France aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins important que la communauté djerbienne. Les Djerbiens sont beaucoup plus présents hein, parmi les Ibadites, si vous voulez, même si les Djerbiens ne s'identifient pas du tout autant comme Ibadites que les gens du Mzab. Les Djerbiens sont beaucoup plus importants à Paris et en France que les Mozabites, mais il y a quand même une association. Pardon ? Le pratique d'attaquer est beaucoup plus que les Mozabites. Peut-être. Mais il y a alors vous avez une communauté du coup avec une petite Jema'a Ibadite à Lille, à Paris. Alors à Paris il y a 2 associations, à Lyon et à Marseille, à ma connaissance. Je n'ai pas travaillé de façon très précise là-dessus. Il y a un jeune docteur de Sousse, un docteur en islamologie qui s'appelle Oussama Boufliha, qui est venu à Paris cet automne pour travailler sur cette question. Donc malheureusement il y a le Covid, donc il ne peut pas être là, mais il pourrait répondre mieux que moi là-dessus. Et madame, pardon, du coup je réponds au dernier, sur l'enquête. Alors en fait j'ai eu une chance énorme, hein, il faut bien le dire, c'est vrai que c'est pas évident de faire du terrain en Algérie. Alors je suis d'une génération où quand même on est beaucoup à avoir fait du terrain en Algérie, à avoir travaillé dans les archives publiques ou privées. Malheureusement, cette fenêtre de tir qui s'est ouverte vers 2006-2007 s'est refermée là. Donc j'ai eu la chance d'arriver à ce moment-là. J'ai eu une autre chance très grande, c'est que je suis arrivé en Algérie comme coopérant en 2007. En fait, moi, je venais de finir mon agrégation, j'avais fait des études d'histoire, mais pas du tout sur le Maghreb. Et je suis venu comme bibliothécaire dans une bibliothèque universitaire tenue par les jésuites à Alger. Et j'ai été à la fois émerveillé par ce pays, j'avais plein de questions qui se posaient à moi toute la journée. En même temps, je m'ennuyais beaucoup au travail. Enfin, le travail lui-même enquiquinait, j'étais dans une bibliothèque scientifique, et moi j'ai supporté les maths, comme ça. Du coup, les livres ne m'intéressaient pas, mais par contre, j'ai rencontré plein de gens géniaux, et notamment un collègue étudiant, parce qu'il y avait plein de vacataires étudiants, qui venaient du Mzab. Et je me suis rendu compte qu'il était un peu à part, en fait, qu'il était un peu distingué par les autres. Et ça m'a beaucoup intrigué, on est devenus très amis. Et je suis allé avec lui au Mzab en vacances au bout de quelques mois. Et du coup, j'ai eu cette entrée. À la fois, j'avais une carte de séjour qui m'a permis de faire un énorme terrain de 8 mois l'année suivante. J'aurais jamais eu une carte de séjour comme chercheur. Ensuite, j'ai fait des terrains de 3 mois maximum. Mais là, vraiment, j'ai pu faire 8 mois, m'immerger. J'ai été logé donc, dans la mission des Pères Blancs, qui sont toujours au Mzab, qui m'ont donné un petit logement dans un petit studio, en fait, à côté de leur maison, où j'étais hyper tranquille. J'ai circulé très, très facilement. Je pense, ça, a posteriori, je l'ai compris, je pense qu'en fait, la police a un peu sous-traité mon cas à la communauté mozabite. C'est-à-dire que j'étais pas spécialement surveillé par la police parce que j'étais pris en charge par les réseaux locaux. Et en fait, c'est beaucoup comme ça que ça se passe. Hein. Localement, le wali traite avec les Jema'a, etc. Et du coup, ça a été assez facile de circuler. Je devais me déclarer quand je sortais d'un psar pour aller à l'autre, par exemple, mais je le faisais pas forcément toujours.
Et puis, je pense que j'ai eu aussi la chance, je ne m'en suis pas rendu compte forcément tout de suite, mais en choisissant ce sujet du réformisme, j'ai travaillé sur un sujet qui me plaisait localement. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur ce qui est vu comme un toaf, comme un patrimoine aujourd'hui, donc sur des choses qui sont valorisées, qui du coup m'ont permis un accès assez facile à des associations, via des associations de préservation du patrimoine intellectuel local, via des familles. Donc j'ai discuté avec les descendants, je les ai rencontrés, j'ai vu un peu, ils m'ont montré des prisonnas, pas des armoires, des archives, mais en général elles ont été vite refermées, mais parfois j'ai quand même pu avoir accès. De toute façon, les manuscrits, j'aurais pas. Enfin, les notes du XXe siècle, j'aurais pas pu du tout les lire. J'ai lu des manuscrits plus anciens parce que l'écriture est lisible, mais les petites notes des années 30, c'était trop difficile. Mais je pense que j'ai eu de la chance et un peu le nez creux sans me rendre compte. Et aussi, alors là pour le coup, ensuite petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets difficiles, notamment les divisions internes, les luttes entre Mouslihoun et Mouhafidoun, entre les réformistes et les conservateurs. C'est quelque chose dont les gens du Mzab n'ont pas envie de parler aujourd'hui, ou bien les femmes. Et là, j'ai eu de la chance, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, j'avais déjà suffisamment d'entrées et des interlocuteurs différents et des points de vue différents, et donc en fait, certains m'ont donné de la documentation pour embêter d'autres. Clairement, il y avait notamment un shir qui est mort depuis, qui était très haut en couleur, le shir Hawash, Abdelrahman Hawash, qui en fait était en rupture dedans avec beaucoup des Azaba de Gardaya. Je l'ai compris tardivement, qui avait une bibliothèque énorme, qui était devenu plutôt berbériste à la fin de sa vie, et qui en fait m'a donné des documents pour embêter les autres. Notamment le Hojaj el-Damira, j'avais commencé à comprendre qu'il y avait des polémiques, des textes des conservateurs, mais je n'arrivais pas à les trouver. Mes interlocuteurs ne me les donnaient pas, et lui, il me les a passés. Des choses comme ça. Oui, j'ai eu de la chance. Et puis aussi le fait que ce soit autant une histoire de terrain, de relations humaines, je pense que ça a compté. Alors aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas forcément entretenu beaucoup ces liens, mais j'en avais construit beaucoup qui comptaient beaucoup pour moi aussi amicalement, qui m'ont aidé. Voilà, oui. Du coup, entre 2009 et 2013, j'ai fait des terrains presque tous les ans. Je suis retourné ensuite en 2015 au Mzab. Il y a eu entre-temps des émeutes avec des morts, des émeutes intercommunautaires qui étaient douloureuses. Et depuis, je suis retourné à Alger, mais pas au Mzab, alors pour différentes raisons biographiques et politiques. Oui, alors oui. Salut Augustin, je ne sais pas si finalement on s'est rencontrés au Mans en 2015. Oui, je me souviens de ton nom de famille, mais pas ton prénom, l'Abedi. Et ton prénom, pardon? Alwa, oui. J'ai trouvé très intéressante ta présentation et tout. En particulier l'idée qu'il y a eu un durcissement en fait, autour de la place des femmes qui est liée et qui est en écho au contexte colonial. Et du coup, j'ai deux questions en rapport avec ça en fait. Est-ce que tu as pu est-ce que tu as fait des entretiens avec des femmes en fait sur ton terrain? Et est-ce que il y a eu des mouvements anticoloniaux en fait notables au sein de la communauté ibadi? Merci beaucoup à toi, et je me souviens tout à fait de notre rencontre et de ta brillante présentation dans ce colloque au Mans. Alors, merci de me faire parler des femmes, j'avais envie d'en parler, et c'est un sujet important, et alors voilà, maintenant parfois j'ai des regrets, je l'ai enlevé du livre, c'est dans 2 articles, j'ai fait un article en français et un en anglais là-dessus. En fait, dans la thèse, il y avait des petits bouts par-ci par-là sur les femmes, et donc j'ai choisi d'en faire un sujet en soi. Et puis ça me permettait de diminuer le volume du livre. En fait, ce qui est passionnant, c'est que non seulement, et ça c'est pas une très grande surprise, il y a un durcissement de la condition de la femme, mais des femmes qu'on retrouve un peu dans tout le monde arabe colonisé, cette idée que les femmes deviennent l'incarnation de la nation, les protectrices, qui du coup doivent être davantage contrôlées.
on le retrouve partout, mais au Mzab, ce qui a été passionnant, c'est de voir que des femmes avaient participé à cette entreprise de contrôle, de renforcement du contrôle. Puisque, j'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure sur la figure des oulémas, mais il y a des alimettes mozabites. En fait, il y a au moins, depuis, on a des traces qui remontent à la fin du XVIIIe siècle, il y a des femmes qui sont appelées en berbère les timsriddin. Alors en arabe, c'est les rassalet, c'est les laveuses des mortes. En fait, ce sont les femmes qui détiennent les savoirs et les savoir-faire liés à la au lavage des cadavres de femmes, et qui étaient aussi chargées, en gros, de mettre en œuvre le Nahyan el-Munkar, de préserver les femmes du péché, qui étaient un peu qui surveillaient, qui enseignaient aux femmes, et qui étaient des espèces d'intermédiaires entre les femmes et les oulémas. Alors évidemment, ces rassalettes, c'est souvent des filles, ou des femmes, ou des veuves de savants elles-mêmes, ce qui leur permet d'être formées. Et ce qu'on voit un peu dans les sources, alors un petit peu dans les sources en arabe, mais surtout en lisant entre les lignes une ethnographie faite par une femme française qui est partie au Mzab, qui a fait 2 gros terrains en 1927-28, qui s'appelle Amélie Marie Gouachon, qui était une proche de Massignon, de Maritain, donc une chrétienne qui partait connaître les musulmanes pour lutter contre le matérialisme athée. Enfin, vous voyez ce moment intéressant. Et cette Amélie Marie Gouachon, elle a une vision assez fixiste de la condition des femmes, mais quand on la lit entre les lignes et en utilisant aussi les sources arabes, notamment cette itifaq que je vous ai montré, on se rend compte qu'en fait la condition des femmes est en plein bouleversement, que depuis l'arrivée des Français, on leur a interdit progressivement de parler en arabe darja, donc de parler non seulement aux Français, mais aux Arabes du coin, aux arabophones, qu'on leur a interdit de faire des youyou, de participer aux ziyaras, et que progressivement leur champ d'action se restreint beaucoup, et que ça passe en fait par ces femmes elles-mêmes, qui en fait gagnent en pouvoir en médiant voilà, il y a une espèce de repli, mais qui est médié par ces femmes qui du coup deviennent plus puissantes aussi. Enfin, c'est assez complexe et intéressant à observer, et ça montre aussi cette situation impossible dans laquelle sont ces femmes qui, si elles essayent de s'affranchir des lois de la communauté, se mettent du côté des Français. Donc c'est vraiment une position très, très compliquée et qui est vraiment intéressante. Alors, est-ce que j'ai fait des entretiens avec des femmes? Non. Non, vraiment, j'ai eu un terrain quasiment exclusivement masculin, c'est-à-dire que les seules femmes que j'ai connues du Mzab, ce sont une jeune fille qui venait du Mzab et qui travaillait dans la bibliothèque où je travaillais. Et j'ai progressivement compris pourquoi, c'est qu'elle est d'une grande famille du Mzab très riche et qui du coup peut à Alger s'affranchir de la stricte, de suivre les règles très strictes de ségrégation des sexes qui prévaut au Mzab, et aussi parce qu'elle est d'une famille où elles sont seulement 2 filles, elle n'a pas de frère, je pense que ça compte aussi. Et je me suis rendu compte que en fait, ces règles appliquées aux femmes, évidemment, sont appliquées beaucoup plus aux femmes pauvres qu'aux femmes riches. Donc ça, c'était une première. J'en ai connu une autre au Mzab même, qui était assez proche des Pères Blancs, en fait. Alors elle était proche des Pères Blancs parce que son père, sa famille était amie des Pères Blancs depuis longtemps. Elle était divorcée, elle travaillait, et donc elle, j'ai aussi pu la connaître. Mais voilà, c'est un peu les deux. Et une troisième aussi, par exemple, plus tard à Alger, qui travaillait aussi dans la même bibliothèque que j'avais bossé. Mais c'est les 3 seuls cas, et dans les 3 cas, c'est des élites, c'est des femmes francophones, très éduquées, et ou divorcées, ou bien sans enfants, enfin voilà, avec une position quand même un peu spécifique par rapport au modèle de Mar'a al-Mizlabiya qui prévaut. Et alors sur les mouvements anticoloniaux au Mzab, alors il y a eu en fait dès les années 30, vous avez même avant en fait, c'est passionnant, la politisation de ces acteurs du Mzab, elle se fait non pas en référence à l'Algérie mais à la Tunisie. C'est-à-dire que dès les années 80, 1880, on a tout de suite des protestations contre les empiètements. En fait, quand la région est annexée par les Français, les Mozabites se réfèrent au protectorat tunisien pour réclamer le respect de la convention Randon, donc la convention qui avait été signée en 1853 et qui
aux yeux des Mozabites, faisait du Mzab un protectorat. Et ça se poursuit dans les années 1910-1920. Il y a des Mozabites qui participent à la fondation du Destour, qui sont proches de Talbi et d'autres acteurs. Il y a des quêtes au Mzab pour la fondation du Destour, à cause de cette identification au protectorat tunisien. Et en fait, c'est aussi très intéressant parce que on voit dans la presse du Mzab une politisation qui n'est pas liée forcément à l'échelle algérienne, mais qui est, voilà, qui est soit local, soit le Grand Maghreb, soit le lien à la Tunisie, voire même, mais ça c'est avant la presse, c'est dans les années 10, le lien à l'Empire ottoman, alors même que la région n'avait jamais été plus que ça liée à l'Empire. Du coup, ça c'est vraiment, j'ai trouvé très intéressant pour repenser aussi cette politisation des Algériens qui est souvent vue, alors c'est parce que c'est des historiens marxistes qui ont travaillé là-dessus à l'origine, mais on parle de l'influence du Parti communiste, on parle des ouvriers algériens en France. Évidemment, c'est très important pour Messabi Hadj, mais en fait, il y a aussi d'autres formes, d'autres références politiques qui sont liées aux jeunes Tunisiens, au Destour, aux jeunes Turcs, bien avant, et qui sont très intéressantes à voir. Et dans les années 30, progressivement, l'échelle algérienne émerge, alors notamment chez Abou Lerkoudan, qui est quand même un nationaliste assez fort. L'imprimerie d'Abou Lerkoudan sert à imprimer les tracts du PPA, les liés à des réseaux nationalistes algériens, mais en fait, les populations des Mzab ne s'identifient pas globalement à l'Algérie avant la fin des années 40, et ça on le voit nettement au moment de la réforme du statut de l'Algérie en 47, au moment où est créée l'Assemblée algérienne, donc la première élection a lieu en 48, et où en fait le Mzab est complètement divisé sur la question de savoir s'il faut participer ou pas à ces élections, s'il faut accepter ce nouveau découpage qui fait du Sahara qui prouve une partie intégrante du Mzab, de l'Algérie, pardon. Et en fait, en gros, pour aller rapidement, les conservateurs refusent et les réformistes font le pari. En fait, une partie des réformistes autour de Bayoud, et c'est là où Bayoud fait un hold-up sur le réformisme, il choisit d'accepter ce nouveau découpage. Alors, je pense qu'idéologiquement, c'est parce qu'il était proche d'Abou Lerkoudan et de cette idée de l'Algérie, il était proche de l'association des oulémas. Mais c'est aussi opportuniste parce que ça lui permet c'est la promesse de se débarrasser des administrateurs militaires qui se méfiaient de lui au profit de ses interlocuteurs à Alger qui là ne se méfiaient pas de lui. Vous vous souvenez ce que je vous avais dit, il avait établi en fait des liens avec les administrateurs, avec l'administration, des politiques à Alger, et il veut se débarrasser des militaires localement. Et puis de cette façon, il se débarrasse aussi des alliés des militaires localement, justement tous les familles de Qaïd, qui étaient liées aux oulémas conservateurs, dont les ancêtres, Leïla et Fatimé, dont les ancêtres de Leïla, de Amala, et d'autres, il n'y a pas que... aussi les ancêtres de cette jeune fille que j'avais connue à Alger, qui venait du Mzab. Et du coup, il y a un positionnement qui est très ambigu, où, au nom de l'appartenance à l'Algérie, Bayoud entre dans le jeu colonial. Et en fait, il est empêtré là-dedans jusqu'à la fin de la période coloniale. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, un certain nombre de jeunes, notamment la 3e, la 4e génération de réformistes, sont dans la MTLD, sont chez les Messalistes, sont ensuite dans le FLN, participent. Des commerçants financent le FLN, mais Bayoud est dans une prudence très forte. En fait, il profite un peu du fait que le Sahara est relativement à l'écart des zones de combat. Alors, le Sahara est une zone stratégique à cause du développement des essais nucléaires, à cause du développement du gaz et du pétrole, mais c'est quand même à l'écart des zones de combat. C'est relativement sous-administré, notamment Bayoud passe la période de la guerre à Guerrara, qui est la ville la plus périphérique du Mzab, où en fait il est comme un petit roi dans son royaume, et il essaye de voir le moins possible et les Français et le FLN, et c'est comme ça qu'il s'en sort à peu près. Mais donc il se mouille quand même à partir de 58-59, notamment il a lutté contre les projets de partition du Sahara. Vous savez, il y a eu ces projets pour faire du Sahara une zone spéciale qui n'aurait pas fait partie de l'Algérie. Donc ça, il a pris la parole ouvertement contre, ce qui pour les gens du Mzab lui donne un brevet de nationaliste. Et en même temps, voilà, il a été dans une relative réserve, ce qui pour d'autres
est un facteur de discrédit très fort. Mais donc on a voilà, des actions individuelles, mais collectivement une prudence très grande, sachant qu'en fait l'essentiel pour ces chefs, enfin en gros l'essentiel c'est de préserver le madhab, de préserver la minorité, et du coup en fait une minorité dans un contexte comme ça, colonial et de lutte nationaliste, elle se retrouve forcément un peu entre le marteau et l'enclume, donc ils ont navigué, je pense qu'ils ont navigué du mieux qu'ils pouvaient, mais donc il y a en fait la grande figure du Mzab dans le mouvement national, c'est Moufdi Zakaria, donc qui est un poète de langue arabe qui venait du Mzab, qui avait été élève dans ses missions de Tunis, qui était un proche de réformiste, qui a écrit l'hymne national, qui a écrit le Qassaman, l'hymne national, qui a écrit aussi Iliadat el-Jazair dans les 70, si vous voyez, c'est un poème fleuve ultra pompier sur l'histoire de l'Algérie. Et Moufdi Zakaria, ce qui est passionnant, et il était à Tunis pendant la guerre. En fait, ce qui est passionnant, c'est que justement Moufdi Zakaria, il se lance, il est vraiment un militant. Alors je pense qu'il est d'abord proche de Messali, puis du FLN. Il se lance complètement dans la lutte nationale, alors même qu'en 1947, il était contre l'intégration du Mzab à l'Algérie, et qu'il a justement, à l'élection de 1948, c'est lui le candidat des conservateurs contre Bayoum. Et à l'origine, il est réformiste, il se brouille avec les réformistes, et donc il y a vraiment un positionnement qui est... C'est intéressant, c'est que le choix d'accepter que le Mzab fasse partie de l'Algérie ou pas en 1947 ne détermine pas du tout le comportement dans la lutte nationale à partir de 1954. C'est vraiment très, très, très compliqué. Et aujourd'hui, c'est évidemment le grand lycée de Benizgen, c'est le lycée Moufdi Zakaria, etc. Il y a un rond-point avec un encrier avec une plume. C'est la seule statue qui était acceptable au Mzab, c'était un encrier avec une plume qui sort. C'est un peu kitsch. Il y a la même chose au cas où. Oui. Voilà un peu ce que je voulais dire là-dessus. D'autres questions? Oui, je voudrais poser, désolé de vous arrêter en retard. Je voudrais poser une question sur les sources que tu as trouvées, lesquelles tu as travaillé, sur les financements. Après la mise de l'État colonial sur les WAF, qui étaient les moteurs fondamentaux des villes locales et des pouvoirs locaux, y compris celui des Azem. Parce que on voit la même chose à Jebba. C'est l'État qui a aussi mis la main, sans dissoudre l'Europe, il a mis la main sur tout ça, et impossible, pour le moment, du moins pour moi, d'arriver à reconstituer ce qui a pu le remplacer. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu quelque chose de fondamental, parce que à Jebba, il y a eu une sorte de déliquescence de tout le système des Azem qui a commencé plus tôt, et qui a continué, et il n'y a pas eu. On va clôturer la séance. Merci beaucoup, Justin. Merci, Claire. Merci, Katia. Merci.